Bonsoir à tous. Je suis très heureux et très enthousiaste d'être là cette année encore face à vous pour cette cérémonie, 66e cérémonie de la Fondation de la Vocation. On va prendre notre shoot de plaisir, notre piqûre de positivité, parce que c'est vrai que dans ce pays, on n'a peut-être pas de budget, c'est pas gagné. En revanche, et vous allez le voir, on a une jeunesse qui vaut tout l'or du monde, et ça n'a pas de prix. Alors dans un instant, c'est Madame Badinter, Elisabeth, qui va ouvrir cette cérémonie. Vous savez que vous m'impressionnez toujours, vous. Il n'y a rien à faire. Hein. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Peut-être parce que je vous aime, en fait. Moi, même pas. Hein. Je ne suis pas tout seul à l'aimer, Madame Badinter, s'il vous plaît. Elisabeth Badinter. Et puis, on va accueillir notre parrain. Et quel parrain? Là, on va faire une expérience. Je vous demande vraiment de le faire. Fermez les yeux. Fermez les yeux pendant 49 secondes. Et imaginez, vous êtes en pleine mer. C'est la nuit. C'est la nouvelle lune. Il n'y a rien comme lumière. Il y a des creux de 8 mètres. Et bien lui, il a fait ça pendant 64 jours, 9 heures, 22 minutes et 49 secondes. Donc, c'est comme ça qu'il a gagné le Vendée Globe. Je vous demande d'accueillir Monsieur Charlie Dalin, s'il vous plaît. On va embarquer avec vous dans un instant, mais d'abord, donc, les mots de la présidente Elisabeth Badinter pour ouvrir officiellement cette cérémonie. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant d'ouvrir à proprement parler la cérémonie de la remise des bourses, je voulais vous dire que ce soir, la Fondation de la Vocation est très triste du départ d'un de ses grands amis. Je veux parler de Philippe Taquet, disparu le mois dernier. On l'a connu lauréat de la Fondation en 1973. Paléontologue, reconnu mondialement dans sa spécialité. Entre parenthèses, merci beaucoup. Excusez-moi. Oui, mais alors, je ne vois plus rien. Je recommence. Hein. Alors, oui, c'est Philippe Taquet a été donc lauréat en 1973, vous imaginez 50 ans. C'était un grand paléontologue qui a été reconnu mondialement dans sa spécialité et entre autres spécialités, les dinosaures. Il appartient à la famille des grands savants. Chercheur au CNRS, avant même de se présenter comme candidat à la Fondation, il devient le directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Il fut professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences depuis 2004. C'était un spécialiste des vertébrés mésozoïques, à savoir spécialiste des dinosaures, les crocodiles et des reptiles volants. Et je confesse que je ne sais pas du tout ce que sont les reptiles volants. Il a mené de nombreuses explorations en Afrique, en Mongolie, dans de nombreuses fois, ainsi que dans la jungle du Laos et dans le Haut Atlas du Maroc. Lors de son expédition au Niger, et c'est là où il a fait sa gloire internationale, il a découvert le cimetière de Gadou-Fawa, considéré aujourd'hui comme le plus grand gisement de dinosaures d'Afrique. C'est quelque chose, ça. Et il y a travaillé très longtemps, revenant très souvent, faisant 7 voyages, je crois, pour les recherches, et il est le père de cette découverte. Si Philippe Taquet fut un grand paléontologue, il fut aussi un ami très fidèle de la Fondation de la Vocation. Durant des décennies,
Il a siégé au jury en défendant avec passion ses candidats. Mais avant tout, c'était un homme bienveillant, charmant et en plus doté d'humour. J'ai envie de dire, nous l'aimions tous. C'est un chagrin. Et il va beaucoup nous manquer. Ce soir, nous accueillons donc la 66e promotion de la Fondation de la Vocation qui porte le nom de mon père, Marcel Bleustein-Blanchet. Elle se compose de 16 garçons et de 15 filles. Et je note que c'est la première fois depuis plusieurs années que les filles ne sont pas largement majoritaires. Et je me félicite de cette égalité, je tiens à le dire. Comme chaque année, on constate une grande diversité des vocations. Cette année, parmi les lauréats, figurent une plongeuse de haut vol, un ingénieur aérospatial et astrophysicien, une menuisière, une chercheuse en virologie, une accordéoniste, un avocat, un égyptologue, un médecin, et j'en passe. Si je parle de cette diversité, c'est qu'aux yeux de mon père, il n'y avait jamais de hiérarchie entre les métiers, et surtout quand on les exerce avec passion. Pour ceux qui ont cette chance, parce que avoir une vocation, c'est une chance. Tant de jeunes ne trouvent pas, ne savent pas ce qu'ils vont faire et ce qu'ils aimeraient faire. Pour ceux qui ont cette chance, donc, la vie change de couleur et le travail de signification. En outre, quand on a une vocation, on recherche l'excellence. Cette année, je voudrais rendre hommage aux anciens lauréats qui font preuve d'une belle générosité à l'égard des nouveaux venus. En outre, ils sont de plus en plus nombreux à figurer au nombre de nos experts et à siéger au grand jury. Tout cela prouve que loin de recevoir un chèque et nous oublier, nombreux sont ceux qui restent fidèles à l'esprit de la Fondation, laquelle c'est aussi leur venir en aide en cas de besoin au cours de leur vie professionnelle. Il y a, et j'insiste, il y a un lien quasiment familial entre les lauréats et la Fondation de la Vocation. Ce soir, je voudrais saluer en particulier Laurence Zitvogel, lauréate en 1992, aujourd'hui professeure et chercheuse en cancérologie à Gustave-Roussy, reconnue par ses pairs pour ses travaux sur l'immunothérapie du cancer. En 2017, elle a reçu le prix prestigieux de la Société européenne de l'oncologie médicale pour avoir intégré, c'est l'imagination, la création du savant, ça, pour avoir intégré le microbiote dans l'immunothérapie. Laurence accompagne depuis toujours la Fondation et l'aide de différentes manières. Aujourd'hui encore, elle nous fait don d'un prix qui lui a été décerné. Merci Laurence. Cette année, elle est devenue membre du conseil d'administration de la Fondation, ainsi que Guillaume Pépi. On connaît le haut fonctionnaire qui dirigea durant 12 ans la SNCF et a laissé son nom dans l'histoire de cette grande entreprise. Je me réjouis que ces deux membres du jury puissent nous donner de leur temps précieux et de profiter de leurs compétences. Enfin,
je tiens à souligner que la fondation créée en 1959 par mon père n'aurait pas pu s'épanouir depuis sans la générosité et la grande fidélité des donateurs et des grands mécènes. Cette année, nous ont rejoint Monsieur et Madame Perrin, ainsi que 2 autres mécènes qui ont apporté leur soutien au fonds d'aide et nous permettent de soutenir les projets de certains de nos anciens lauréats. Il s'agit de Monsieur Emmanuel Chin, producteur et journaliste, ainsi que Monsieur Philippe Journeau, président fondateur de la compagnie Fasbourg, acteur majeur de l'immobilier en France. À tous, un grand merci. Pour terminer, je veux dire toute ma reconnaissance à ma belle-fille Sabine Badinter, aujourd'hui à la tête de notre fondation. Elle veille avec énergie et talent sur l'esprit et les valeurs du fondateur, tout en procédant à sa modernisation. Elle conduit cette mission avec une équipe engagée et soudée à ses côtés. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le navigateur Charles Dalin, qui a accompli, comme l'a dit Thomas Soto, une prouesse sportive sans précédent, puisqu'il est le vainqueur, il fut cette année le vainqueur du Vendée Globe après 64 jours en mer, en pulvérisant le record précédent de plus de 10 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'insiste pas, car vous allez en savoir beaucoup plus dans quelques minutes. À présent, je laisse la parole à Thomas Soto, qui a accepté pour la 4e fois de présenter cette cérémonie. Il faut dire qu'il est un fan de la Fondation et un ami très cher. Merci 1000 fois, cher Thomas. Merci Elisabeth Badinter. Alors il y a 2 dates qui pourraient permettre de situer notre parrain. Le 10 mai. Le 10 mai en politique, on se dirait tiens, c'est peut-être Mitterrand. Non, c'est pas Mitterrand. Il est né au Havre. C'est pas Édouard Philippe non plus. Il y a une différence avec les deux, c'est que lui, il a conquis le monde. Charlie Dalin, en quelques images, qui a rencontré Sabine Badinter. Je suis vraiment conscient de la chance énorme d'avoir comme métier ma passion, quoi. Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter notre invitation? Ce mot vocation, c'est cette chose que j'ai vraiment ressentie toute ma carrière et même au-delà de ma carrière, toute ma vie. Cette force qui m'a aidé à avancer. Et voilà, il y a cette passion pour les bateaux, une fascination, peut-être un peu plus tard pour la voile. Et c'est un passe-temps de petit garçon qui se transforme littéralement en passion. Je voyais ces bateaux justement disparaître derrière cet horizon et je pense que ça m'a donné aussi envie d'aller voir derrière ce qui se passait. Il y a cette espèce de force, d'une puissance incroyable qui m'a vraiment poussé et qui a vraiment dirigé toute ma vie, quoi. Je me dis, je pense que c'est ça que j'ai envie de faire, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre et si je vais m'y arriver. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à quelqu'un qui sentirait grandir en lui quelque chose qui s'apparente à une vocation? De croire en ses rêves, même dans les moments de difficulté, de continuer à avancer. Une vocation, c'est souvent un petit peu hors des sentiers battus, donc c'est pas facile. Souvent, il n'y a pas vraiment de cursus établi, donc il faut réussir à tracer sa propre route. En fait, si c'est une vraie passion, j'ai envie de dire, c'est ce que presque naturellement, quoi. On va avoir cette force tellement forte, tellement puissante qui va nous permettre d'avancer. La peur, c'est quelque chose qui est présent pendant ces... Ça peut arriver, Ouais. peut arriver. On en fait quoi? C'est important de l'accueillir, Ouais. parce que ça fait partie d'un instinct de survie ancestral, quoi, qui est là pour une raison. Je pense que les humains qui sont aujourd'hui là, c'est les humains qui ont eu peur un jour.
J'avais plein de résultats, j'étais double champion de France de course au large élite en solitaire. Voilà, j'ai fait plein de podiums sur la solitaire du Figaro. Et en fait, je ne trouvais pas le sponsor. Et donc, j'avais un peu l'impression que le train était en train de commencer à sortir de la gare et que moi, je n'étais pas à bord. Bah ouais. Et donc, c'est un moment un peu stressant, difficile. Et bah, heureusement, il y a Apivia et Massif qui sont arrivés à ce moment-là. Il y a des moments difficiles, des moments de doute, des moments où voilà, on sent qu'on pense presque à arriver presque à court d'énergie. Et c'est pour ça que tous ces efforts, en fait, ils valaient le coup, quoi. Vous avez eu des témoignages de personnes qui ont vu en vous une source d'inspiration? Ouais, un petit peu, ça arrive de temps en temps, ouais. Bah ouais, ça fait quelque chose. C'est un espèce de cycle, quelque part, quoi. Moi, j'ai rêvé devant des Michel de Joyaux, Hélène MacArthur, des Roland Jourdain, enfin, tu sais, tous ces grands navigatrices et navigateurs. Et ils m'ont inspiré, ils m'ont fait rêver. Ils m'ont montré aussi que c'était possible. Ce côté transmission, il est important. Il est important, je pense, dans la réalisation d'une vocation. Marcel Bleustein-Blanchet disait ça justement, que réussir sa vocation, c'est connaître la joie de vivre dans l'exercice de son métier. Donc j'ai l'impression que vous vous placez dans le sillon de ce qu'il a ressenti. Et ouais, c'est totalement ça. Ouais, c'est moi, enfin, tous les matins, quand je me lève, je suis heureux. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, mais au final, voilà, c'est la plus grande récompense. Charlie Dalin, non seulement il a cru en ses rêves, mais il a la générosité de les partager avec nous. Le discours du parrain, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. C'est un réel honneur d'être ici avec vous ce soir et que Elisabeth et Sabine aient fait appel à moi pour être parrain de la promotion 2025. Donc merci pour votre confiance. Trouver sa vocation. Cette expression n'est pas tout à fait correcte. Comme une passion, un amour, une vocation ne se commande pas, ne se contrôle pas. Parfois, sa genèse peut venir d'une révélation presque subite, liée à une rencontre, un spectacle, à une pièce, à une manifestation sportive. Comparable à un coup de foudre, peut-être ? Parfois, au contraire, elle est plus graduelle. Une simple source d'intérêt, un rêve qui évolue en passe-temps puis en activité intense, avant de devenir une passion qui, peu à peu, se transforme en vocation. Elle ne porte d'ailleurs pas ce nom au début. Elle se révèle souvent à nous de manière progressive. D'abord, il y a une curiosité qui grandit, progresse, s'intensifie au fil du temps. Souvent, une fois la vocation révélée, elle apparaît comme une force aussi imperceptible que puissante. Elle nous donne les ressources, la motivation, l'énergie, parfois insoupçonnée, pour créer, inventer, nous dépasser et trouver la voie, notre voie. Car le chemin pour y parvenir n'est pas tracé. L'océan n'est pas cartographié. Il faut souvent inventer sa propre trajectoire. Les difficultés, les aléas, les échecs même sont nombreux, mais la vocation est là. Et elle donne le courage et l'énergie de les surmonter. Ils sont peut-être même nécessaires pour construire l'expérience, la persévérance, le savoir-faire, la hargne. Comme le dit si bien Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Mais la passion, l'énergie, le talent et le dénouement ne suffisent pas toujours. Une vocation ne se réalise pas systématiquement. L'environnement social, les aléas de la vie, l'autocensure sont des obstacles bien réels. Entre la réussite et l'échec, la frontière est parfois mince. Et une rencontre, une aide psychologique, matérielle ou financière, peut faire toute la différence. Aboutir dans sa vocation peut permettre d'atteindre une forme de plénitude, un sentiment de réalisation, une joie de vivre. Une vocation ratée peut, au contraire, être source d'une grande frustration. Nous avons le devoir d'aider celles et ceux qui se battent pour atteindre leurs objectifs de vie. Je suis moi-même un témoin de ce cheminement, de cette progression. Comme vous l'avez deviné, ma vocation, c'est la voile, en particulier la course au large. Cette passion a dicté tout mon parcours, et je suis le premier témoin des difficultés auxquelles on fait face pour se réaliser. Rien ne me prédestinait à suivre cette voie. Je viens d'une famille de terriens, sans connaissance des codes de la profession, sans réseau, comme on dit. Le chemin m'a longtemps paru obscur. Heureusement, ma progression a été ponctuée de rencontres, d'êtres matériels ou financières qui m'ont permis de rassembler pièce par pièce les éléments du puzzle. Aujourd'hui, j'ai la chance inouïe d'avoir pour métier ma passion,
ma vocation. Je suis pleinement conscient de la rareté d'une telle situation. J'ai, pour ma part, la chance qu'un modèle économique existe dans la course au large. Quand le travail est solide, quand les résultats sont là, les sponsors suivent. Et si nous en sommes là aujourd'hui, c'est aussi grâce à un homme, Éric Tabarly, qui a ouvert la voie en 1964 en remportant la Transat anglaise, rendant la course au large si populaire. Cependant, pour de nombreuses vocations, un modèle économique stable est difficile à atteindre et certaines sont plus difficiles à transformer en métier. C'est là toute la raison d'être de la Fondation de la Vocation, de notre présence, de votre présence, de la mienne ici ce soir. Je tiens à féliciter pour leur formidable travail Elisabeth Badinter, Sabine Badinter, ses équipes et les membres du jury, véritable catalyseur de destinée. Votre engagement change des vies. Je souhaite enfin adresser mes plus chaleureuses félicitations aux lauréates et lauréats de la promotion 2025. Vous incarnez la détermination, l'audace, la persévérance. Votre vocation est votre force, et ce soir, c'est elle que nous célébrons. Bravo à vous et très belle soirée à toutes et à tous. Merci. Charlie Dalin, qui disait à l'instant, tu veux ajouter un truc ? Il faut souvent inventer sa propre trajectoire. C'est exactement ce qu'on fait, ce que sont en train de faire tous les lauréats que vous allez découvrir ce soir. Et on va découvrir les 5 premiers pour cette soirée. Je sais depuis petite où je veux aller. Ma prof m'a tout de suite fait jouer beaucoup à l'extérieur, dans la rue, dans des festivals. J'ai fait beaucoup de scènes, en apprenant aussi bien le répertoire populaire que la musique classique. Toujours les deux en parallèle. Je suis une artiste engagée. Je fais les choses avec conviction, sinon je ne les fais pas. Pour moi, tout est mouvement, tout est vie. Je cherche du sens et du lien dans tout ce que je fais, dans tous mes projets artistiques. Je fais aussi de la performance, beaucoup de spectacles musicaux. Alors ça, c'est ce que je préfère, le spectacle musical, soliste pour des orchestres, ou bien de faire mon pupitre au sein d'un orchestre symphonique, ce qui est aussi vraiment très plaisant. Je m'engage avec des structures où il y a des enfants, il y a des réseaux de prostitution. J'ai fait des projets en prison. Avec Paul, on va jouer dans les hôpitaux. Donc il y a une démarche engagée, évidente. C'est moteur. Mon père, il est algérien, ma mère, elle est française. C'est une union culturelle très forte, ce qui me permet aussi de me poser ces questions sur mon public et sur mes projets. Aujourd'hui, je dois faire ce choix de changer d'instrument. J'ai besoin de chercher mon timbre, mes textures. J'ai besoin de me retrouver dans mon instrument, que la mécanique de mon instrument suive. Et avoir un instrument neuf, c'est le façonner à son image. C'est façonner le son à son image. J'ai jamais eu de modèle neuf jusqu'ici par rapport aux problèmes financiers. Et la Fondation, elle me tend une main vraiment inespérée. De savoir qu'on me donne cette chance alors que rien n'était défini à l'avance, pour moi c'est énorme. C'est un soulagement, j'ai vraiment une très grande reconnaissance. Dans le cadre de ma césure à l'ENS, je fais un stage à l'Institut Pasteur, au sein de l'Institut de l'audition, et je m'intéresse à la modélisation de processus cognitifs complexes. Plus concrètement, on s'intéresse à ce qui se passe dans le cerveau quand nous, humains, nous écoutons de la musique. Je suis né à Baracaldo, dans une banlieue de Bilbao. J'ai à peu près 1 an quand mes parents décident d'immigrer en France, à Paris, sans maîtriser les codes ni la langue française. Et vient alors le moment de m'inscrire à l'école. L'enfant en question ne maîtrise pas la langue, ça refroidit certains établissements. Et c'est finalement à l'école de Crolly, où j'ai fini par trouver une place. Et donc l'école de Crolly, c'est une pédagogie alternative. Et c'est à ce moment-là, en fait, où, par le hasard de la vie, j'ai découvert la musique classique et le violon. Sans que je m'en rende compte à l'époque, ça allait devenir en fait le fil conducteur de toute ma vie, en fait. Il s'avère que je suis plutôt bon en maths et que j'aime ça. Je choisis la filière scientifique. À partir du moment où j'ai découvert les sciences cognitives, mes intérêts académiques, mes intérêts artistiques pouvaient réellement dialoguer. Et c'est à cette même période que j'ai découvert l'école normale supérieure. Comme mon projet de recherche est pluridisciplinaire, une approche transversale de ma recherche est essentielle. Mon projet professionnel, c'est d'être enseignant-chercheur. Pour nourrir mon projet de thèse, je pars à New York, à Columbia, pour être au contact de laboratoires de recherche. Sans la fondation, New York s'écroule. C'est grâce à la fondation que je pourrais aborder ça plus sereinement. Merci de soutenir les vocations de profils aussi divers et variés, et ça nous motive beaucoup, donc merci beaucoup. Сайн байна уу? Намайг Ангарын оюун дээр гэдэг тэгээ Монголоос урагч энэ танилцаад таатай байна.
When I was a kid, I think around 3 years old, I had kidney cancer. But luckily we were able to treat it very quickly. But due to that, I had to move to the countryside. I think that was a very fundamental moment in my life. I would wake up every day and there would be nature. My father would be showing me movies that he found online. And I think that opened up my love for drawing, my love for nature, and especially light and color. My grandfather was the first animator in Mongolia, and it was very inspiring to me as a kid. I talked to my parents, I told them, this is my dream, I want to give this a shot. Will you please help me? And they agreed to get into Gobelin. I know it's a hard process. It's a very tight little loophole to get into. I am the first Mongolian student here at Gobelin Paris. Coming from a middle-class family in Mongolia, to be able to afford this expensive dream has been a journey. I've been working a lot of part-time jobs. Sometimes I worked 5 shifts a week during school. So I regrettably have missed some opportunities, especially for internships, to grow my network towards animation. Thank you so much for the foundation, for giving me this wonderful opportunity. It's truly a dream come true, and I can't thank you enough for this. But I will say, merci beaucoup. J'ai décidé de rentrer chez les Compagnons, j'avais 15 ans, donc à la sortie du collège. C'était la meilleure formation qui était proposée, je pense. C'est un apprentissage de la vie, les Compagnons. On essaye de travailler sur nous-mêmes tout au long de notre vie derrière et d'être un peu les meilleures versions de nous-mêmes, on va dire. Je viens d'une famille recomposée, mes parents sont divorcés. Quand je suis arrivé dans ma première entreprise et qu'on m'a donné des outils et que j'ai commencé à tailler du bois, c'était la découverte d'une passion, quoi. J'étais très introverti, je le suis encore. Mes 2 premières années d'apprentissage, j'allais à la maison des Compagnons de Angers et au bout de 2 ans, je me suis senti prêt à aller sur le Tour de France et à partir à l'aventure. Je dirais qu'au départ, la compétition, je l'ai commencé pour moi, parce que j'avais envie d'évoluer. J'ai fait des régionales français qui m'ont amené au championnat de France. J'ai réussi à faire premier ex-aequo au championnat d'Europe. Les WorldSkills, c'est l'équivalent des Jeux Olympiques, mais pour les métiers. Au départ, la difficulté, c'est vraiment de partir à fond, de se mettre vraiment la tête dans sa compétition les premières heures qui sont vraiment primordiales pour réussir à avoir le temps de bien finir la pièce. On est tellement fatigué, il y a tellement de pression. Les dernières minutes de compétition, ça crie dans tous les sens, il y a du bruit de partout, avec la famille qui est autour. Et quand, comme moi, on annonce la médaille d'or, là, c'est hyper joyeux, c'est vraiment des moments extrêmement forts, quoi. D'ici 1 an, il y aura les championnats du monde à Shanghai. La marche est très haute. Et la compétition internationale, elle demande de l'outillage qui commence à être vraiment pointilleux, du sur-mesure qui coûte assez cher. Donc la bourse, ça va être un vrai plus pour me dégager du temps, de vraiment me préparer convenablement. J'espère forcément faire des résultats comme au championnat d'Europe. Je remercie vraiment la Fondation de l'Invocation. C'est vraiment une reconnaissance pour moi et pour le monde de l'artisanat. Mon histoire commence dans un village dans le rythme marocain. C'est là-bas que je suis né et que j'ai grandi, dans une nature riche et aromante. Peu de ce que j'ai connu n'existe encore. La sécheresse a défiguré les paysages et privé les hommes et les femmes de l'espoir en l'avenir. J'ai dû quitter cette région à l'âge de 7 ans avec ma famille pour les banlieues parisiennes, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Issu d'un milieu modeste, je suis le premier membre de ma famille à poursuivre des études supérieures. Après de nombreux déménagements, j'ai intégré l'école centrale de Lyon, où j'ai découvert le métier d'ingénieur et me suis spécialisé dans l'énergie. Aujourd'hui, je poursuis un double diplôme avec l'université d'Oxford en économie et management du changement climatique et des systèmes énergétiques. L'université d'Oxford est un lieu de savoir presque millénaire, où j'y apprends avec les plus grands. Je me suis beaucoup intéressé à la géopolitique et à la diplomatie. Avec Equimoon, j'ai organisé et participé à de nombreuses simulations des Nations Unies, notamment celle d'ARPARD. Les difficultés ont été et sont encore nombreuses, qu'elles soient financières, linguistiques, mais face au coût élevé des études et à la vie à Oxford, le prix de la vocation représente pour moi une véritable bouffée d'air frais qui me permet de penser l'avenir plus sereinement. Il ouvre également la porte à un réseau de personnes si passionnées que passionnantes, avec lequel je suis sûr on construira de grandes choses. Bonjour, je m'appelle Jie-In, je suis étudiante en master à l'ISEE Super-Héros, spécialisée en systèmes aérospatiaux et contrôle et conception des aéronefs. So both my parents came to Japan around 30 years ago as international students from China, and I was born and raised there. The life of my family was really financially disadvantaged. Also, I saw many other friends, students, they gave up their education halfway. In the poverty, you'll lose your hope, you'll lose your arm to get out of that cycle. So gradually, I formed my dream
of trying to use my skill or use my knowledge or my passion to help those students. So one day I understood that to realize my dream of designing future passenger aircraft, what I need is the cutting-edge knowledge and the spirit of innovation. I decided to pursue my master's degree in France, and I came to ESAE Supaéro. Right now, I'm majoring in aerospace systems and control, mainly how to control and guide aircraft to flight. This year, we're participating in a competition. So now we have already completed our design work and moving to the manufacturing phase. I think the meaning of vocation for me is something that I left to this world when I died. I want to express my deep appreciation to the foundation, and I want to give it back to the French aerospace industry as an engineer in the future. Bravo à tous les 5 et je vais demander donc à Selma, David, Oyundari, Servan, Anis et Jie de venir nous rejoindre ici et on va accueillir leur parrain. Pour Selma Benlarbi, c'est Pierre Sauvage, président de Casa Lopez. Vous pouvez les applaudir, hein, n'hésitez pas. Bonjour Pierre, bienvenue. Mais ah non, partez pas Pierre. Pas quand même. L'accordéon, c'est votre truc ? Non, je connais pas. C'est pas un instrument que je connais très bien. Je peux pas dire que c'est pas mon truc, mais voilà, c'est assez nouveau pour moi. C'est ça la force de la Fondation de découverte, c'est qu'on découvre des vocations, on découvre des choses. Merci beaucoup en tout cas pour votre soutien. Selma, vous avez dit, la démarche engagée est évidente. Ça veut dire que vous êtes déjà dans le passage de relais, vous êtes déjà dans la transmission ? Oui, la transmission, c'est ce qui me fait aller sur le terrain, c'est ce qui me permet d'être en contact, d'être à la rencontre des gens et d'essayer d'aller mettre un peu de lumière dans les endroits qui sont assombris. C'est là où je porte ma musique. Chapeau. Merci beaucoup. Pour David Martin Osorio, on va accueillir Joseph Châtel, fondateur de la financière Châtel, grand mécène depuis 2020. Bonsoir et bienvenue David. David Martin Osorio. Alors attendez, il est en train de dire que lui-même il fait du violoncelle. J'ai fait du violoncelle pendant des années, et voilà, et des mathématiques aussi, mais surtout du violoncelle. Voilà. Merci à vous. Pour Oyundari Angarak, c'est Christopher Thierry qui nous rejoint. Bonsoir. Ah, c'est Monsieur Châtel, on s'est trompé. Donc vous faites pas de violoncelle, vous? Non, je fais pas de violoncelle. Alors attendez, ça c'est pour David Martin. Bah ça c'est bon. C'est moi, c'est bon. Ok, merci. Alors, je n'ai pas tout compris, mais soyez assurés que chacun aura son enveloppe à la fin. Donc là, mais vous avez 2 enveloppes, vous, quoi? Non? Une seule? Bon. Est-ce que Christopher Thierry est là? Parce que ça nous arrangerait, pour le coup. Voilà, Christopher Thierry, bonsoir. Pour Oyundari Angarag. Une implication sans faille depuis des années pour Christopher Thierry. Merci infiniment. Président de Prodigios. Jean-Michel Alaise nous rejoint pour Servan Boucard. Jean-Michel. Servan, le menuisier. Bonsoir, bienvenue. Voilà. J'adore la menuiserie. La menuiserie, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Vous avez fait vos cadeaux de Noël ou pas encore? Pas encore, mais j'attends qu'il me propose quelque chose. On peut commander déjà ou c'est trop tard pour Noël? Non, c'est trop tard là. Mais pour la suite, c'est possible. L'année prochaine peut-être. Bon. Il y aura un cocktail après, donc n'hésitez pas à prendre des numéros de téléphone. Un beau bureau, c'est bien pour Noël. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco, représenté par son Excellence Madame Valérie Bourrel-Melchior, ambassadeur de la Principauté de Monaco, qui parraine Anis Jaafari. Bonsoir et bienvenue, Madame. Et pour parrainer Jie, c'est Laurent Dassault qui nous rejoint pour le prix Martine Dassault, mécène depuis 2017. Laurent Dassault qui nous rejoint. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ben, très bien. Je pense, I think you like plane, no? Yeah. Yeah. It's a good decision. Good luck. Good luck. But is there a contrat possible avec monsieur? Oui, bien sûr. Ouais. You have to call me. I give you my card. Thank you. Merci infiniment. C'est comme ça que le réseau se crée, que les liens se tissent. Merci à tous les 5. Allez vous asseoir.
Et on va tout de suite accueillir les 5 lauréats suivants en film. Je suis né au Bénin, à Cotonou. Ma famille est une famille modeste. J'ai la joie de voir mes parents se battre chaque jour pour nous nourrir et c'est tout ça qui m'a toujours fait me dire qu'il fallait que je réussisse. Donc depuis enfant, j'ai toujours nourri ce rêve de me retrouver avocat parce que j'aimais souvent prendre la parole, que ce soit en classe, que ce soit avec les camarades, donc on m'appelait déjà l'avocat. Alors après ma licence au Bénin, j'ai commencé à enchaîner de petits jobs et à un moment donné, je me suis dit non, je n'étais pas fait pour ça, qu'il fallait que je poursuive mon rêve. Et en ce sens, j'ai soumis ma candidature pour venir faire mes études ici. Et donc quand j'ai obtenu une admission, j'ai compris qu'il y avait un boulevard qui venait de s'ouvrir devant moi. Être dans l'avion, c'est une joie, mais c'est en même temps une tristesse un peu profonde quand même, parce que tu laisses quand même derrière toi tout ce que tu as toujours été pour embrasser une nouvelle vie. Certes, ça va être un boulevard parsemé d'embûches, mais rien d'insurmontable. Mon désir d'être avocat, c'est surtout de m'assurer de ce que l'État respecte les règles qu'il a édictées lui-même. Sinon, la fonction même première de l'État, c'est quand même d'assurer le bonheur de chaque citoyen. Je suis très intéressé par les questions de transition écologique. Il n'y a pas que les réfugiés économiques, il y a également ce qu'on appelle les réfugiés environnementaux. J'ai sollicité l'aide de la Fondation de la Vocation pour m'aider à financer l'école des avocats, qui représente environ 13 000 €. Je n'en ai pas les moyens. Et donc cette aide, elle est salutaire pour moi. Je dis un grand merci à la Fondation de la Vocation qui permet aujourd'hui au jeune Pérel que j'étais de réaliser son rêve. Je suis Amandine Schneider et ma vocation est d'être historienne. Ce qui me passionne tout particulièrement, c'est l'histoire sociale, l'histoire quotidienne, ainsi que l'histoire des représentations. Ce que j'aime, c'est à la fois l'esprit d'enquête de la recherche, mais aussi le caractère précieux de chacun des documents, puisqu'ils forment notre histoire. J'ai d'abord fait une double licence histoire-sociologie à l'université de Tours. Quand je suis rentrée dans ce parcours-là, je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être difficile. J'ai sollicité la fondation car pour avoir un contrat doctoral financé, l'agrégation est un passeport requis. Or, j'ai toujours travaillé à côté de mes études, même en cumulant des stages, et je n'habitais pas toujours à proximité de mon lieu d'études et me déplaçais beaucoup en train. Avec un concours aussi exigeant que l'agrégation, c'est vrai qu'on est disqualifié d'avance. L'aide matérielle, l'aide financière, c'est ce qui nous manquait. C'est le tremplin qui est conditionné tout parce que la première fois que j'ai pas eu le prix, j'ai dû arrêter. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire sans. Maintenant, j'ai la chance d'habiter à Paris et c'est véritablement grâce à ce prix que je vais pouvoir me préparer à ce concours dans des conditions décentes. Mes parents m'ont donné le sens du travail acharné, l'université, l'indépendance d'esprit et maintenant la fondation, les moyens de poursuivre mon chemin. Je pense que le fait d'aider l'autre, ça me donne une satisfaction et une joie qu'on ne peut pas retrouver dans les choses matérielles. Ma maman était femme au foyer, on est 3, 2 frères et moi. C'était un peu dur parce qu'on habitait un village et qu'on parcourait des kilomètres pour aller à l'école. Nos parents insistaient sur l'importance des études. C'est la porte vers nos rêves pour avoir une meilleure vie. J'ai eu un bac mathématiques. Après le bac, j'ai entamé des études de médecine en Algérie. Durant mon parcours, j'étais membre assesseur dans une association des caravaniers où on préparait des caravanes médicales dans les villages lointains où il n'y avait pas une couverture médicale. Après 7 ans de médecine en Algérie, j'ai rejoint l'université de Montpellier pour faire un master en oncologie et faire de la recherche scientifique. Pendant mon master, j'ai effectué un stage dans un laboratoire de recherche sur le cancer gastrique. Ce stage dans cette équipe m'a permis de découvrir le domaine de la recherche, d'aimer vraiment ce monde. On est dans une salle de microscopie à fluorescence. On peut prendre des illustrations et analyser ces lames. J'ai sollicité l'aide de la Fondation de la Vocation afin de financer mes études parce que j'avais besoin d'être disponible cette année pour préparer le concours de la spécialité médicale. C'est un concours difficile et très prenant en termes d'efforts et de temps. Je remercie la Fondation de la Vocation de m'avoir attribué ce prix qui était un grand soulagement. Fortaleza, c'est une des plus grandes villes au Brésil. Les inégalités sociales sont très fortes. Je viens d'une favela. J'avais 9-10 ans que j'ai regardé La Momie et que ça a changé ma vie en fait. Une fois que j'ai eu ces plans de venir étudier en France, faire de l'égyptologie à Paris, il y avait les problèmes économiques. On a besoin de minimum 10 000 € juste pour les visas. Une de mes amies, elle partait aux États-Unis pour travailler en tant que fille au père.
Et là, j'étais waouh, bah c'est ça que je veux faire. Je vais aux États-Unis. J'ai réussi à trouver une famille incroyable et je m'en occupais des 2 enfants autistes de jumeaux. Et j'ai habité en Californie pendant 2 ans pour mettre l'argent de côté. Et j'ai finalement eu le montant demandé par la France pour avoir le visa. Je me souviens quand je suis arrivé, j'ai juste déposé mes valises. Je suis allé à la Tour Eiffel. Et c'est fantastique de voir ça, de voir que j'étais là. Et c'est ma vocation qui m'a poussé à quitter mon pays, laisser ma famille au Brésil et chercher pour être heureux. Ce qui me passionne en égyptologie, c'est l'aventure. Toute une histoire qui a été endormie pendant plusieurs années. Et là, on est vraiment au point de tout découvrir et de déchiffrer. Je fais tout mon parcours universitaire à la Sorbonne, y compris mon master que je fais en 2 ans. J'ai travaillé mon mémoire sur les femmes dans les inscriptions rupestres. Là, je commence ma thèse où je vais travailler sur la sacralisation et la culturalisation du désert égyptien. Et c'est avec l'aide de la Fondation que ça va me permettre d'aller sur le terrain, d'approfondir mes recherches et d'enrichir ma thèse. Je tiens à remercier la Fondation pour sa confiance en mon projet, en ma vocation. Merci de tout mon cœur. Et on va demander à Pérel, Amandine, Akima et Pedro de s'avancer vers le devant de la scène et on va recevoir vos mécènes. J'appelle Benjamin Badinter pour commencer, pour Pérel Ulysse Lokusu, avocat, donc est parrainé par Publicis Group. Benjamin Badinter, grand mécène et 2e plus grand fan du monde de Roger Federer. Félicitations, merci. Magnifique vocation qui en plus résonne de façon assez particulière dans la famille. Ça vous portera bonheur. Pour Amandine Schneider, c'est Pierre Motte, directeur général de Sotheby's, mécène depuis 2021, qui nous rejoint. Bonsoir et bienvenue. Le bisou. C'est le premier qui ose le bisou, je crois. Pour Akima, médecin, parrainé par Georges Renan, président de la Fondation Cognac G, mécène historique depuis 40 ans, s'il vous plaît. Ce sont les prix de l'espérance, c'est ceux qui sont directement remis par la Fondation. Et pour Pedro Melo Silva, égyptologue, Alexis Moureau, qui est le CEO de Christian Louboutin, mécène depuis 2019. Une des passions de Christian, l'Égypte. Une des passions de Christian, l'Égypte. Donc évidemment, on est là pour vous. Voilà. Et le Brésil. Oui, le Brésil, mais ça c'est une 2e passion, il y en a plusieurs. Et vous ne savez pas pourquoi il y a des reptiles volants, pour répondre à la question d'Elisabeth tout à l'heure? Je ne peux pas le dire, je sais pas. On va continuer à creuser, je suis sûr que parmi la promotion de cette année, il y a quelqu'un qui pourra répondre à cette question. Merci et bravo à tous les 4. On va faire une très jolie pause, à présent une pause musicale, puisqu'on va accueillir Camille Thomas. Camille Thomas, elle est violoncelliste, elle est lauréate de la Fondation 2010. Elle a fait beaucoup de chemin. J'ai même eu le plaisir de l'accueillir, Camille Thomas, dans Télématin. Donc, comme quoi, voilà, c'est un chemin qui est tracé. Elle joue sur un Stradivarius et elle va nous interpréter 2 morceaux. Par contre, je ne la vois pas du tout arriver, donc ça m'inquiète un petit peu. Elle va interpréter 2 morceaux, Le Chant des oiseaux de Pablo Casals et Prélude de la suite numéro 1 en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. Alors.
Camille Thomas, lauréate 2010 de la Fondation de la Vocation. Restez là, Camille, parce que déjà peut-être, bonsoir, un petit mot sur cet instrument, Stradivarius de 1730. C'est une question piège, et je vais vous répondre la vérité. Le Stradivarius de 1730, c'était le prêt d'une fondation japonaise cette fois-ci, qui durait 7 ans maximum. Donc quand on s'est rencontrés à Télématin, je le jouais effectivement. Et maintenant, j'ai dû le rendre. Et j'ai joué ce soir sa copie, qui a été faite il y a 15 ans. Exactement le même modèle. Et... Mais de l'importance des vocations quand même. Vous avez pu jouer, non, mais vous avez pu jouer sur un Stradivarius grâce à une fondation, pardon. Oui, exactement. Vous avez une obsession, c'est de rendre la musique accessible. Ça se traduit comment ? Ça se traduit en jouant pour tous, partout, tout le temps. J'ai joué pendant le Covid, il n'y avait pas de salle de concert. J'ai joué sur mon toit, puis après j'ai joué dans tout un tas de musées parisiens. Vide à l'époque. Vide à l'époque. Ouais. Et d'enregistrer des pièces, par exemple, d'Aznavour, mais sous un format classique. Pour Deutsche Grammophon l'année dernière pour son 100e anniversaire, et d'amener à travers ça, par exemple, des gens à écouter du Chopin. Voilà, une des choses. Dernière question rapidement. J'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, que le violoncelle était l'instrument qui avait la sonorité la plus proche de la voix humaine. C'est vrai ça ? Oui, je pense que c'est vrai. C'est dans les instruments à cordes, en tout cas l'instrument qui a cette tessiture la plus grave, et qui enveloppe vraiment et qui touche directement à l'âme, je pense. Je pense que c'est pour ça que c'est l'instrument aussi le plus touchant, peut-être. Je crois que vous nous l'avez prouvé ce soir. Merci beaucoup, Camille Thomas. Merci d'être venue. Alors, chaque année, depuis 48 ans, la Fondation de la Vocation remet également un prix littéraire et un prix de la poésie pour un premier roman et pour un premier recueil. Et je vous laisse découvrir les 2 lauréats de cette année. Bonjour, je m'appelle Steve Azanzi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, ce vaste pays d'Afrique centrale qui ne cesse de pleurer ses femmes et ses enfants depuis plus de 30 ans maintenant. Je suis écrivain et cette année je suis lauréat du prix littéraire de la Vocation. Donc c'est un honneur immense. Et mon premier roman, Haribo, raconte des femmes du Congo, leur force, mais surtout leur résilience. Mais on écrit toujours avec notre vécu, on écrit avec nos peurs, on écrit avec nos craintes, avec nos rêves. Là, je suis en pleine
rédaction du prochain roman porté par l'humanité. Je considère la littérature comme un long fleuve qui coule. C'est vrai, depuis la nuit des temps, on transforme cette eau, cette matière à notre manière, pour ensuite venir la déverser dans ce même fleuve qui coule toujours. Si la vocation était un oxymore, son autre essence serait servir. Donc je suis fier de mettre ma plume, mon art, ma littérature au service de notre humanité pour que l'empathie ne meure jamais, parce qu'il me semble qu'on est tous pareils. Pour moi, c'est quand même quelque chose que de savoir voir la poésie là où parfois on ne la voit pas. C'est pas forcément un grand lyrisme. Pour moi, la poésie, elle dit la violence aussi. La poésie, elle dit ce qui est dur. Je cherche dans la poésie quelque chose de juste, une précision par le langage. J'ai été très très proche de mes deux grands-mères qui m'ont vraiment donné un goût, le goût de l'écriture et le goût de la lecture très fort. Et toutes les deux, c'était des grandes lectrices. Et j'aime bien ne pas donner de la poésie qui est une boîte à pensée, toute faite où on l'ouvre et on la mange et c'est fini. Je pense que j'ai aussi écrit Brazucade pour que ce soit matière à discussion. J'aime aussi qu'on puisse critiquer, qu'on puisse discuter, qu'on puisse ne pas être d'accord sur des mots, qu'on puisse ne pas être d'accord sur des phrases. Je pense que c'est ça en fait mon message. J'ai eu un parcours assez biscornu et j'ai eu la chance aussi de pouvoir à des moments abandonner, recommencer, repartir à zéro. J'ai toujours écrit, quelles que soient les étapes, quels que soient les moments. La vocation, c'est un sens et je pense que c'est l'idée de se tenir à des directions dans la vie et à des choses qui font sens très fort. La marionnette, c'est le summum de la poésie, quand elle est bien amenée, et de la poésie au sens très large. Grâce à la Fondation de la Vocation, j'espère pouvoir continuer un peu ces recherches, d'aller creuser encore plus dans ces sillons. Je remercie la Fondation de la Vocation pour ce grand rêve qui, pour moi, est trop beau. Et je vous demande d'accueillir Steve Aganze et Jordi Galizia, s'il vous plaît. Vous pouvez les applaudir. Prix littéraire et prix de la poésie de cette promotion 2025 de la Fondation de la Vocation. Bonsoir, bienvenue à vous et on va accueillir les parrains, la marraine pour commencer pour Steve, puisque c'est Isabelle Giordano, déléguée générale de la Fondation BNP Paribas et qui est grand mécène. Bonsoir et bienvenue Isabelle. Bonsoir Isabelle, c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup par le cinéma, tout par des mots finalement. Quel est votre mot préféré, tiens, celui qui vient spontanément? Vocation, forcément. C'est facile, c'est facile. Fondation. Non, mais je voudrais dire à quel point cette soirée et cette jeunesse nous donnent de l'espérance collective. Vous nous donnez une énergie incroyable dans un monde qui semble quand même se fissurer. Donc bravo, bravo à ceux qui organisent cette soirée aussi. Merci beaucoup. Et puis peut-être vous partagez, vous qui aimez les mots. J'ai entendu une petite phrase il y a quelques jours qui m'a beaucoup plu. Merci à ceux qui pensent que c'est impossible de ne pas déranger ceux qui essayent. Ouais. Bravo. Et alors pour Jordi Galizia, c'est Camille Baumer qui nous rejoint. Bonsoir. Agence Favori, bonsoir Camille. Merci et bravo à tous les deux. On va continuer ce voyage qui nous fait du bien, comme disait Isabelle Giordano à l'instant, avec la découverte de 5 nouveaux lauréats. Je fais du design, il faut que ce soit du design sensible. Je fonctionne comme ça et je ne sais pas faire autrement. Et ça fonctionne bien. Je pense avoir été toujours très sensible à la création et très tournée vers ça dès petite, par plein de moyens d'expression différents. Mes parents, grands-parents, ils sont tous profs. Ça m'a inspirée et ensuite c'est devenu quelque chose de naturel. Je me dirigerai naturellement vers le design social qui du coup pense à la conception, ça peut être de lieux publics, d'espaces publics, de services par exemple, qu'on peut imaginer pour des populations, pour des groupes de personnes. Je suis en 5e année, ce qui conclut mon parcours à l'ENSI, où je vais proposer un mémoire qui s'intitule « Qui a le droit de faire de l'art ?» Donc je mène des ateliers avec des enfants de différents milieux sociaux, où je leur propose de créer du non-art, après avoir établi ensemble ce que c'était que l'art et ce qui n'en était pas. Si je me lance dans 5 ans d'études, il faut que ce soit les 5 ans d'études qui vont servir. Je ne peux pas me tromper, quoi. J'ai essayé de trouver des petits emplois un peu partout et c'est important de le faire aussi pour me rendre compte que j'ai énormément de chance de faire les études que je fais. Si j'ai pas les fonds nécessaires, je vais devoir me restreindre au niveau de la création,
Ce parcours-là qui est le mien et qui est moi-même, j'ai pas envie que ce soit freiné par des moyens financiers. Donc c'est avec cette motivation première que j'ai appelé la fondation. Et c'est aussi pour un besoin, je pense, social, parce que je viens d'un milieu qui est très éloigné du milieu artistique. Je pense que la culture, c'est une porte d'entrée vers un monde meilleur. Bonjour, je m'appelle Lucille Bousquier et je suis doctorante en paléoanthropologie à l'Université de Montréal. Connaître les sciences et accéder à l'histoire de l'humanité, à l'histoire de notre civilisation, c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée. Mon parcours, il n'a pas été facile. Je viens d'une famille assez modeste. Aucun de mes parents n'a fini son lycée. Ma scolarité, elle a été un peu jalonnée de harcèlement scolaire. Je pense que ce qui m'a sauvée, c'est l'envie d'apprendre. Je fais ma thèse sur des enthèses. Le but, c'est d'analyser les attaches musculaires. Les attaches musculaires, on appelle ça aussi des enthèses. Elles sont laissées par l'usage des muscles tout au long de la vie d'un individu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les activités de locomotion, de déplacement. Nous, les humains, on est les seuls bipèdes, donc c'est quelque chose d'exceptionnel dans le règne animal. Et c'est sur ça que porte mon étude, en fait, c'est comment les muscles et les traces qu'ils laissent sur les os peuvent nous aider à mieux comprendre les modes de locomotion du passé. C'est ma 5e année, je suis obligée de segmenter mon temps entre ma thèse et les petits boulots à côté. Grâce à la Fondation de la Vocation, je vais pouvoir finir ma thèse, finir cette recherche, mieux connaître notre passé, mieux connaître l'histoire de l'humanité. Je pense que ça permettra de mieux appréhender notre futur tous ensemble. Ici, on accueille plutôt une population âgée avec des pathologies neurodégénératives et de démence. Je pense que cette aptitude à me rapprocher de l'autre ou d'avoir cette sensibilité, elle est plutôt innée et elle s'est construite à travers l'histoire que j'ai vécue avec mon petit frère qui est atteint du trouble déficitaire de l'attention et de l'hyperactivité. Donc il a pu bénéficier d'une prise en charge plus jeune avec une orthophoniste et j'ai pu constater ses progrès. Le projet est né à partir de cette constatation et du lien que j'ai pu créer. J'ai ce besoin d'être utile et aussi d'être un accompagnateur et un guide. C'est pour ça que je me suis dirigée vers ce métier où je pouvais concevoir un plan thérapeutique avec mon patient, lui donner tous les outils pour que lui, il s'intègre mieux dans la société. Effectivement, les revenus de ma famille n'étaient pas suffisants pour débuter mes études actuelles. Et d'avoir cumulé un job en restauration, puis l'intensité des cours et des stages, m'ont fatiguée moralement, physiquement. Et je pense que cette année, je peux la vivre avec sérénité et finalement obtenir cet accomplissement que je recherche depuis plusieurs années. Le dessin, j'arrive pas à me souvenir d'où ça part. Je sais que c'était une activité quotidienne que je partageais avec ma sœur jumelle. Et ça nous a poursuivis jusqu'au bac. Et à force justement de copier et d'essayer de trouver des inspirations dans les peintres et les grands dessinateurs, j'ai eu envie, moi, d'aller plus dans cette voie-là de la théorie de l'art que celle de la pratique. Et je me rendais compte que je voulais que ça fasse partie de mon quotidien, ces trois aspects-là, les sciences, la pratique et l'histoire de l'art. J'ai intégré l'Institut national du patrimoine. Je viens d'y passer 4 ans et je suis actuellement en 5e année, qui est la dernière année. Mon sujet de mémoire est cette Vierge à l'enfant qui est une huile sur toile datée du XVIIIe siècle. Cette observation, c'est une étape importante du constat d'état, donc la première étape du processus de restauration qui nous permet de voir les altérations d'une œuvre. Une fois rentrée à l'INP, là j'ai commencé à travailler en parallèle. Un soutien financier extérieur, ça me permettrait de consacrer mon temps à mon mémoire. J'aimerais dire un grand merci à la Fondation pour cette reconnaissance et l'aide que ça m'apporte pour la suite de mon parcours. Je pense que le propre de l'homme, c'est d'avoir les pieds sur terre. C'est comme ça qu'il se sent le mieux. Et pourtant, moi, c'est en vol que je me sens vraiment bien. C'est là que je me sens le plus à ma place. J'avais 10 ans et c'était la première fois que je prenais l'avion de ligne. Ça m'intriguait beaucoup. Je crois que ça a été les meilleurs moments justement du voyage. Je me rappelle même pas de mes vacances, mais je me rappelle juste du vol. Le plus grand rêve de l'humanité, c'est de voler. Et moi, je comprends pourquoi, parce que c'est magnifique le vol, c'est les sensations, c'est tout ce qu'on découvre. Et il y a tellement de choses à voir justement dans le monde que c'est fabuleux. Je viens d'une famille assez modeste et on a perdu ma maman quelques mois après ma naissance.
Je pense que je ne m'autorisais pas à avoir de rêve. Je ne pouvais pas rester enfermée dans ce schéma-là. J'avais envie de m'accrocher à l'école, de m'élever. J'ai commencé à piloter à Amiens à l'âge de 20 ans. J'étais en 3e année d'études. Ma formation de pilote privé a duré toute mon année de licence et mes 2 années de master. Après, j'ai commencé à travailler pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai dit, c'est vraiment l'aviation que je veux faire et je veux en faire mon métier. Et donc, j'ai entrepris la licence théorique de pilote de ligne en parallèle de mon travail dans un premier temps pour continuer de financer ma formation. Donc là, la dernière étape de mon parcours, ce sera la licence de travail en équipage et c'est notamment là que la Fondation de la Vocation va m'aider dans le financement de cette qualification. Je tiens vraiment à remercier la Fondation pour leur bienveillance et leur accompagnement tout au long de ce parcours. Ils sont lauréats du prix de l'Espérance. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Eva, Lucille, Brian, Esther et Marie qui nous rejoignent. Et on va accueillir leur parrain, leur marraine. Pour Eva, c'est Jean-Philippe Chavat, président de Carré Noir, agence de Publicis, qui nous rejoint. Bonsoir, monsieur. Et félicitations. Le design, c'est la vie, a-t-il dit. Lucille Bousquier est parrainée par Christine de Froment, mécène. Christine qui nous rejoint, s'il vous plaît. Bonsoir et bienvenue. Brian est parrainé par Valérie Deltour, directrice commerciale de Média Transport. Bonsoir et bienvenue. Esther est parrainée par Patrick et Nadine Perrin. Elisabeth Badinter les citait tout à l'heure. Ils rejoignent la grande famille des mécènes de la Fondation de la Vocation, grand mécène depuis 2025. Patrick et Nadine Perrin, à qui on souhaite la bienvenue. Bonsoir, madame. Bonsoir. Pourquoi avoir décidé de rejoindre... C'est monsieur. Bon, c'est monsieur qui parle. Bonsoir, monsieur. Oui, non, Nadine n'aime pas trop parler en public. J'ai l'impression. Pourquoi c'est surtout une chance, quelque part, pour nous, c'est de pouvoir participer à des vocations et de les accompagner. C'est une forme de bonheur tout simplement très égoïste. Mais pour nous, c'était important. Vous avez une jolie définition de l'égoïsme. Merci beaucoup, en tout cas. Et Marie, la pilote de ligne, décidément, M. Dassault pourra faire tout son recrutement pour l'année prochaine. Marie est parrainée par Jacques Prost, directeur général du groupe Indo-Suez Wealth Management et grand mécène. Bonsoir, monsieur, et merci beaucoup. Pardon, je peux vous demander de répéter ? Nous comptons sur Marie pour nous faire découvrir le monde, bien sûr. Avec plaisir. Je pense qu'il veut être surclassé, déjà. Je pense qu'il y a une petite demande. Merci beaucoup à tous. Et on va laisser vous laisser aller vous rasseoir. Et à présent, on va accueillir 3 personnes qui, ensemble, forment une équipe. Et c'est vraiment le cas de le dire. Corinne Calandini, Victor Stokowski et Francis Navarro qui vont nous rejoindre, s'il vous plaît, ensemble sur la scène du Théâtre Marigny. Corinne, elle est mécène. Depuis 2023, elle occupe la fonction de directrice générale épargne retraite et prévoyance individuelle chez AXA France. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Victor nous rejoint. Souffleur de verre, toujours très impressionnant, souffleur de verre, lauréat de la Fondation. Donc on a le mécène, le lauréat et le membre du jury, Monsieur Navarro. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Médecin, évidemment, grand spécialiste. Et peut-être qu'avant de rentrer dans la discussion, de voir quel lien existe entre vous trois, on va se plonger dans, comment on dit, le soufflage de verre, non ? Le soufflage de verre. Le soufflage de verre, puisque c'est votre vocation à vous. Regardez. Ça, exactement. Je ne m'imagine pas faire autre chose de ma vie que ça. C'est mon mode de vie, c'est ma façon de penser, ma façon de respirer, ma façon de souffler. J'ai toujours été hyperactif. J'ai enchaîné école sur école. J'ai fait 2 maternelles, 2 primaires, 3 collèges, 3 lycées. C'est parce que je me suis retrouvé en lycée professionnel, donc en total échec scolaire, qui a fait que ce jour-là, j'ai rencontré Philippe dans la rue. Parce que j'étais en stage à côté de chez lui. Et en fait, ce monsieur ainsi que sa femme étaient et sont toujours souffleurs de verre. J'ai fait un apprentissage chez eux pendant 4 ans. C'était la rencontre qui a littéralement changé ma vie, en fait.
Le verre soufflé, c'est vraiment que du ressenti. Il faut le sentir au bout de la canne, il faut le sentir au bout de ses doigts, c'est visuel. Vraiment, il faut suivre son instinct en fait. Les 3 premières années, c'est un vrai combat. On se bat contre la matière. Littéralement, c'est vraiment, on essaie de faire en sorte qu'elle ne tombe pas, qu'elle ne casse pas. Et c'est quand j'ai commencé à danser avec le verre que j'ai vraiment senti la passion grandir en moi. Mais ce qui est pas mal avec les grosses pièces, justement, c'est qu'il y a une montée d'adrénaline pendant toute la pièce qui est assez importante. Donc il y a une concentration, une osmose autour de la matière. Pour que je puisse être en mesure de vendre mes propres créations, ça demande du temps. Parce que tout simplement, il faut que le nom circule, il faut que le travail soit reconnu. Et pour ça, il faut faire des salons, des expositions, des événements. J'invite la Fondation à venir me rendre visite au Salon Mes et Objets en janvier pour voir mes nouvelles créations qui auront été financées grâce à cette subvention. Ce que m'a vraiment appris le verre soufflé, c'est d'être dans le présent. Parce que le verre soufflé demande d'être dans le présent. Et du coup, je vis quasiment toute ma vie dans le présent, qui fait que je vis de ma passion. Moi, je suis plus heureux des hommes. Un enthousiasme communicatif. Qu'est-ce qui vous a donné envie, sincèrement? C'est quand même pas une idée qu'on a spontanément. On veut bien être policier, pilote de Formule 1, pompier, mais souffleur de verre. Ça m'est un peu tombé dessus. J'ai rencontré un monsieur dans la rue à mes 16 ans qui portait une tonne de sacs de verre, de sacs de sable tout seul. Je lui ai proposé de l'aide et en échange, il m'a proposé un travail. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, je me suis retrouvé souffleur de verre. Donc j'ai jamais trop y réfléchi. Donc, lauréat 2023 de la Fondation de la Vocation, qui parle à un lauréat. Alors, vous êtes quelle année, vous, monsieur Navarro? C'est un petit peu plus ancien. Hein. J'ai oublié. C'est ça. Mais j'ai le souvenir que monsieur Bleustein-Blanchet était présent. 86. 86, c'était la promotion Marcel Dassault. Et monsieur Dassault nous avait quittés. C'est madame Dassault qui était présente. Et puis, c'était Philippe Bouvard qui était à votre place. Je n'en tire aucune conclusion. Qu'est-ce qui fait... Vous êtes au jury aujourd'hui. C'est quoi un bon candidat? Tous les candidats ont des histoires passionnantes. Et puis, c'est des romans à eux seuls. Et quand la Fondation nous sollicite pour avoir... alors, moi, c'est dans ma spécialité, en médecine. Alors, spécialité, chef de service de chirurgie hépato-biliaire, transplantation hépatique. Oui, moi, je fais des greffes de foie. Ouais. Mais je m'occupe donc de rencontrer ou de discuter avec ces lauréats. Et donc, j'essaye de faire en sorte que les illustres membres de ce jury puissent avoir un instant de frisson. Mm-hmm. Et donc, je fais en sorte que ce qu'ils me transmettent lors de nos rencontres ou et qui me racontent surtout, parce que leur histoire est passionnante, je leur dis que en fait, quelques minutes ou les instants qu'on passe ensemble à connaître leur histoire est totalement insuffisante et qu'on a envie de passer du temps avec eux. Et leur histoire est passionnante, je pense à tous les lauréats et lauréates, mais on a envie de passer du temps avec eux. Et ça, c'est important et c'est ce qu'on transmet. Et pour une mécène, alors Corinne, quel est le déclencheur? D'abord, est-ce que les mécènes choisissent les prix qu'ils attribuent ou pas, ou est-ce que c'est... Ah oui, tout à fait. C'est une grande discussion. Donc il y a un vrai intérêt pour la matière. Grande discussion et une grande fierté aussi de les choisir. Grande fierté. Grande fierté de les choisir et puis évidemment une grande difficulté d'ailleurs parce qu'il y a tellement de talent et tellement de diversité que c'est difficile On a l'impression qu'on a tellement de choses encore à soutenir. Alors pour vous dire la vérité sur un mécène. Moi, on a parlé de vocation, je vais vous parler de conviction. Moi, c'est en 2014, elle est partie, je crois, c'est un coup de fil de Christine de Froment. On ne peut pas résister à Christine de Froment. Et donc ça a été le premier déclencheur. C'est quand même qu'il y a une rencontre à la base, quelqu'un qui vous appelle et qui vous parle de la Fondation. Donc c'est comme vous qui rencontrez quelqu'un dans la rue, en fait. Il faut qu'il y ait un peu de hasard. Voilà. Et après, en fait, il y a la soirée. Et quand on assiste à cette soirée, c'était en 2014, et on s'est dit avec les équipes, plus jamais on manquera une de ces soirées. Est-ce qu'il y a un lien entre vous depuis 3 ans, vous depuis un peu plus longtemps? Est-ce qu'il y a un lien comme un annuaire, comme un contact qu'on garde entre les différents lauréats ou pas? Oui, on est régulièrement tenu informé de l'évolution des lauréats et puis un travail de lien qui est fait par la Fondation. On est tous, on fait partie d'une grande famille et je pense que en fonction de nos besoins, de nos envies, on peut solliciter la Fondation, retrouver les lauréats, voir les anciens lauréats. Et puis voilà, alors peut être souffleur de verre ou un médecin ou autre, mais c'est une grande famille. En fait, c'est là qu'on s'aperçoit que les souffleurs de verre sont aussi utiles que les médecins, c'est-à-dire infiniment utiles finalement. Absolument. Ne riez pas, c'est vrai. Non, oui. Tout à l'heure, Charlie Dalin, qu'on va retrouver dans quelques instants, disait dans le petit film,
le train était en train de sortir de la gare et j'étais pas dedans. Est-ce que vous avez, j'imagine que oui, connu des doutes les uns et les autres dans vos parcours? Comment on les gère, ces doutes? Je pense qu'on les gère tout simplement par l'amour profond qu'on a pour ce qu'on fait. Ça fait... Effectivement, il y a des moments qui sont compliqués, on se pose plein de questions, surtout que chaque domaine a ses contraintes. Et je pense que ce qui nous fait aller de l'avant et passer outre ça, c'est justement parce qu'on aime ce qu'on fait, quoi. Et qu'on ne se voit pas faire autre chose, tout simplement. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter brièvement, c'est que en médecine, pour faire la spécialité, il y a le fameux concours de l'internat. Ouais. Et puis, le concours bien préparé, on le préparait à Paris et particulièrement à la Pitié-Salpêtrière. Moi, j'étais à Montpellier, dans des conditions un peu difficiles. Avec la plage, tout ça? Non. Quand on prépare l'internat, non. Mais je sais que la Fondation avait contribué à ce que je puisse préparer l'internat à Paris. Et donc voilà, c'était un exemple, mais qui a été un exemple. Et c'est le cas, je crois, pour beaucoup de lauréats, dans la suite de la Fondation et de leur prix. Et ça, c'était important. Si vous aviez l'un et l'autre, les uns et les autres, un conseil à donner aux lauréats de cette année, puis peut-être à ceux de l'année prochaine, des années suivantes, ce serait quoi, Corinne? Je crois que ça a été dit, mais c'est croire en ses rêves, écouter cette petite voix qui finalement est toujours là pour vous rappeler que vous êtes au bon endroit, écouter son intuition. On a tendance à la balayer et on le voit d'ailleurs aujourd'hui. Et moi je le souhaite, on parle des jeunes, mais je souhaite à toute la salle de trouver sa vocation. Et c'est pour ça que je trouve que c'est formidable qu'à tout âge, on puisse écouter cette petite voix et donc vraiment ne la balayez pas. Victor Stokowski. Moi je dirais de persévérer, quels que soient les obstacles, de jamais baisser les bras. Parce que c'est en ne jamais baisser les bras qu'on finit par y arriver, quoi. Qu'on finit par vivre de ça et de vivre correctement de ça, que ce soit monétairement ou même émotionnellement, quoi. Francis Navarro. Ne jamais quitter sa part de rêve, qui est extrêmement importante dans cette vocation, conservée. Merci à tous les trois. Vous avez devant vous la concrétisation humaine de tout ce dont on vous parle depuis ce soir. Et je voudrais quand même moi juste dire un mot sur les mécènes, parce que on a l'impression que c'est facile, on arrive, on se lève, on donne une enveloppe. C'est pas que ça être mécène. Et je vais vous raconter une anecdote, parce que Bouvard il faisait beaucoup ça durait des plombes. Donc je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques temps, j'ai rencontré un champion paralympique de ping-pong, Esteban Hero, médaille de bronze aux Jeux paralympiques. Il avait un mécène, mais un mécène que je ne citerai pas, qui avait juste envie de briller un peu pendant les Jeux. C'était une petite enveloppe, et il lui a retiré son enveloppe. Et aujourd'hui, il ne peut plus mener sa passion, il ne peut plus mener son sport. Et c'est pour ça que les mécènes, et on voit ce soir qu'il y a beaucoup de mécènes qui sont fidèles depuis des années, donc merci. Et merci à tous les trois. Et on va enchaîner avec les lauréats du prix de la vocation, les 5 lauréats suivants. Vers 14 ans, j'ai commencé à vraiment être très impliqué dans l'informatique et à faire beaucoup de choses. J'ai créé une application à ce moment-là qui pouvait être utilisée par tous les collégiens et lycéens de France, et donc qui a été téléchargée plusieurs dizaines de milliers de fois. C'est vraiment une passion, donc ce qui fait que je touche vraiment à beaucoup de domaines de l'informatique. J'ai fait des applications mobiles, j'ai fait des extensions Chrome, des logiciels pour l'ordinateur. Je touche aussi beaucoup à l'infrastructure dans un data center. Je passais beaucoup de temps sur une plateforme qui s'appelle Discord. Je me suis beaucoup intéressé aux outils qu'on pouvait créer autour. Et donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui étaient intéressées juste pour travailler avec moi. J'ai fait, je pense, plus de 200 missions en tout, de freelance jusqu'à maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a eu aussi des moments de stress, des moments où je croulais sous le travail en fait, parce que j'avais ça à côté du lycée. J'étais extrêmement fatigué. C'est vraiment des périodes qui étaient très difficiles. J'ai rejoint l'école polytechnique fédérale de Lausanne pour mon bachelor d'informatique. Ça a été vraiment un changement de vie. L'IA, ça a toujours été un domaine dans lequel je voulais me spécialiser en arrivant à l'EPFL, et notamment un de leurs projets, Meditron. L'objectif de Meditron, c'est de faire un modèle d'intelligence artificielle un peu comme ChatGPT, mais axé sur la médecine et disponible sur des appareils qui sont très petits et qui peuvent être envoyés en Afrique notamment, là où les ressources sont plus faibles. L'aide de la Fondation va principalement me servir à rejoindre les laboratoires qui m'intéressent à Édimbourg et à suivre mes cours sans avoir le stress de devoir toujours travailler plus pour pouvoir financer mon logement et mon échange. Merci beaucoup à la Fondation d'avoir reconnu mon parcours et de m'avoir soulagé d'un grand poids pour cette année à Édimbourg. Quand j'ai quitté mon pays qui était l'Égypte à l'âge de 5 ans, c'était une transition qui s'est faite assez en douceur. Plusieurs membres de ma famille sont dans le domaine médical,
avec des spécialités différentes, de l'anesthésie, de la chirurgie, de la pédiatrie. Je pense que ça a été ça le premier pas. D'abord, c'était un intérêt pour le corps humain, en fait, juste de vouloir comprendre, comme les enfants, quoi. Pourquoi quand je tombe, il y a du sang? Pourquoi quand j'ai soif, j'ai envie de boire? Des choses basiques, quoi. Une fois que j'ai grandi, je demandais plus. J'avais quand même envie d'utiliser mes mains pour travailler. Je trouvais ça plus concret. J'étais aussi intéressé par les nouvelles technologies et l'aspect très technique. Donc j'étais d'abord attiré par la chirurgie en général, parce que ça liait un peu tout ça, mais aussi par le système neurologique. Et quand on met les deux ensemble, c'est finalement ce qui a donné la neurochirurgie. Je retrouve là-dedans tout ce que je cherchais pour ma carrière. La complexité du système nerveux qui est aussi liée à une fragilité de ce système. C'est des choses qui ne se régénèrent pas, qui ne récupèrent pas. Le fait d'allier cette fragilité, cette complexité à la possibilité que quelqu'un puisse intervenir là-dessus, c'est ça qui m'a fasciné. Là, actuellement, je suis sur ma 10e année, depuis le début de mes études en médecine. Je fais un master de recherche dans un laboratoire à Genève. Et pour réaliser ce master, je dois arrêter mon internat et donc arrêter mes fonctions hospitalières qui sont ma source de revenus actuelle. Cette main tendue de la fondation représente beaucoup pour moi parce que ce projet est légitime à mes yeux. Et avec cette reconnaissance-là, il paraît être légitime aux yeux d'autres personnes. Bonjour, je suis Ruben, je suis réalisateur et scénariste et bienvenue dans le cinéma de mon enfance où j'ai longtemps travaillé. C'est comme une maison, c'est l'endroit le plus stable quelque part dans ma vie. C'est un lieu où j'ai beaucoup appris et qui pour moi fait le pont entre tout, ma cinéphilie, mon envie de faire du cinéma, quelque chose de très important qui est le contact avec les spectateurs, de savoir à qui on s'adresse aussi. Avec mon frère, on a très tôt commencé à créer des films parodiés, faire des petits scénarios quand on était jeune. J'ai été élevé par ma mère et ma grand-mère. Mon père, je ne l'ai pas connu. Et ça reste une figure mystérieuse et grandiose pour moi parce que je me suis créé du coup un personnage à partir des récits de tout le monde. Mon rêve, c'est de faire un film qui me touche et qui me surprend. J'ai trouvé une productrice génial avec qui je m'entends, qui comprend le projet, qui l'accompagne depuis le début. On a un premier soutien du CNC. C'est une aide à la réécriture avec un accompagnement, un tutorat en vue de représenter notre dossier pour avoir les financements pour produire le film. Le film que je suis en train de préparer, qui s'appelle La chute du dollar, c'est un film qui parle de cette ère de crise permanente dans laquelle on est. Ce prix, il est extrêmement précieux pour moi parce qu'il me permettrait de pouvoir écrire et pour faire le mieux de cette opportunité au moment où je peux toucher mon rêve du doigt. Mon parcours, bien qu'il soit atypique, il a de la valeur. Il a construit mon regard et ma façon de m'exprimer, de vouloir raconter des histoires. La vocation, c'est accomplir ce qui est au plus profond de nous. Quelque part, c'est un petit peu se rencontrer soi dans ce qu'on doit être. Faire quelque chose qui résonne au plus profond de nous-mêmes. La sarcopénie, ça touche à peu près 10% de la population. C'est défini comme une perte de masse musculaire liée au vieillissement. Ça pourrait aussi toucher les muscles respiratoires et qui est relié à des problématiques de santé comme la mortalité, les chutes, le cancer qui a touché par exemple ma grand-mère. Pour moi, c'était impossible de rester les bras croisés. Et malheureusement, la recherche n'est pas assez avancée chez nous à l'heure actuelle pour qu'on puisse diagnostiquer ces problèmes clairement. Je suis allé faire un voyage de recherche au Japon. C'était une étape vraiment cruciale pour mon projet parce que les connaissances dont j'avais besoin, elles existent seulement là-bas, à l'échelle mondiale. Mon grand-père, il nous a quittés à 97 ans. C'était quelqu'un de très actif. C'est surtout grâce à lui que j'ai réalisé que on peut tous viser cet objectif de rester actif, indépendant, tout en vieillissant. C'est un peu ce que je veux apporter à la société et aussi ma façon de m'accomplir pleinement. C'est pour ça que j'ai été prêt à prendre des risques, à aussi un peu tout abandonner pour réussir à aller dans cette voie. Et c'est un engagement que j'ai à 100%. C'est pour ça qu'avoir l'aide de la Fondation, c'est vraiment une aide exceptionnelle parce que ça va me permettre de me consacrer vraiment à mes recherches. Je souhaiterais dire un grand merci à la Fondation pour leur soutien sur mon projet. D'aussi loin que je me souvienne, depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par l'histoire et l'archéologie. J'ai eu l'occasion de travailler sur les données des fouilles du Louvre, Amouaïs et El Assa, 2 sites au Soudan, avec Vincent Francini sur l'île de Saï, lorsque j'étais en 2e année de licence.
Cela a été déterminant. J'ai su que c'est là où je voulais aller. Il n'y a pas de moment où je me sens plus heureuse que sur le terrain. D'où les données brutes sont extraites avant d'être réfléchies. Tout ça pour reconstituer la vie d'un site. C'est ce qui m'anime. Les autres missions que j'ai intégrées en Égypte, comme à Komombo, à Karnak ou encore à Dendera, n'ont fait que m'assurer dans cette voie. Dans le cadre de mon sujet de thèse, j'étudie le culte du dieu Amon en Nubie, à l'époque napato-méroïtique. Par la force des choses, j'ai dû me prendre en charge dès le début de ma licence. Donc j'ai travaillé à côté afin de gagner de quoi subvenir à mes besoins. Maintenant que je suis en 4e année de thèse et que je dois me concentrer vraiment entièrement à la rédaction, se tourner vers la Fondation, c'est pour moi l'occasion de pouvoir justement amener à bien tout ce travail de recherche afin ensuite de pouvoir accéder à cette discipline. Ma vocation résonne comme une évidence, c'est ancré en moi et je sais que c'est ce que je veux faire plus tard. On voyage et on se laisse porter par son corps, par son mouvement et c'est magique. J'ai grandi avec mes parents séparés, donc c'est ma maman qui m'a toujours élevée. Je voyais mon père parce qu'ils travaillaient ensemble dans leur école de danse. Mon père est né en France mais il a des origines béninoises. Ce lien est quand même en moi et sur moi. J'ai eu pas mal de moments de doute. La danse, c'est aussi tout un travail autour de la confiance en soi. Et j'ai quand même été bien accompagnée par ma famille. J'ai obtenu mon diplôme d'études chorégraphiques en première. Tout mouvement peut devenir danse selon comment il est nourri et selon comment il est habité. Il faut que la technique et la rigueur soient présentes pour avoir cette capacité d'être libre. Parce que c'est acquis, c'est en soi. Et du coup, sur scène, cette liberté vient parce que c'est ancré dans le corps. En septembre 2025, j'ai eu le grand plaisir d'intégrer la Rambert School à Londres, qui est une école d'enseignement supérieur et qui va me permettre de continuer ma formation en danse. C'est une fierté déjà pour moi. Cette école, elle est très complète. Elle m'apporte une formation à la fois classique et contemporaine. Il y a des chorégraphes qui viennent dans l'école pour travailler avec les élèves, donc ça crée un réseau. Le futur dont je rêve, ce serait d'intégrer une compagnie internationale de danse, vivre de ma passion. Ma première année à la Rambert School de Londres représente un budget très conséquent. Ma famille a déjà contribué en une grande partie, mais sans la Fondation de la Vocation, je ne pourrais pas la financer dans son intégralité. C'est pour ça que je la remercie et je vais passer une super année. La découverte, le partage, l'acharnement, l'envie et l'humanité, c'est ça la vocation. Moi, j'ai toujours rêvé d'être astronaute, mais malheureusement, je suis trop grand pour être astronaute. Je suis issu d'une famille franco-algérienne. Je suis né à Alger. Mon père a insufflé cette passion du spatial et de l'exploration. Je dirais que c'est vraiment cette ouverture d'esprit des parents et de la famille qui m'a poussé à créer cette vocation du spatial. Depuis le bac, je suis à 7 années d'études. En 2017, après mon baccalauréat, j'ai donc intégré une licence de physique théorique à l'université de Cergy-Pontoise à l'époque. Et pendant mes études, j'ai reçu la bourse du Crous sur critères sociaux. Ensuite, après avoir finalisé ma licence, j'ai rejoint l'ISAE Supaéro. J'ai réalisé plusieurs stages, dont un stage à l'IRAP, sur lequel j'avais travaillé sur la mission Euclide. J'ai décidé de suivre en parallèle de mes études d'ingénieur un master d'astrophysique aux États-Unis, à la NASA, sous la direction de Dr Yasuhiro Hasegawa. J'ai travaillé sur la formation planétaire et précisément sur les géantes de glace. Mon objectif à court terme serait d'intégrer un doctorat et faire une thèse dans tout ce qui est caractérisation des atmosphères des exoplanètes. J'ai sollicité l'aide de la Fondation de la Vocation pour pouvoir postuler à des thèses aux États-Unis, ce que je n'envisageais pas si je n'avais pas eu la Fondation. Dans la finalité, j'aimerais enseigner et partager cette connaissance. Je remercie la Fondation qui me permet de tutoyer les étoiles et d'embrasser ma vocation. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Simon, Fadi, Robin, Titouan, Blandine, Lula et Amine, qui sont donc lauréats de... Vous applaudissez plus ? Ah. Et on va accueillir leur parrain et marraine. Pour Simon, c'est Corinne Calandini qui nous rejoint, qu'on a vu. Ah, c'est vous qui représentez Simon. Oui, il a des partiels toute la journée. En fait. Il a des partiels toute la journée. Et il est à Édimbourg, ce qui est un peu... Et il est à Édimbourg. Donc, Corinne, vous revenez nous voir. C'est vous, mais c'est pas vous, c'est l'intelligence artificielle, ça, non ? C'est mon cousin. Je suis très naturel. C'est déjà ça. Bon, bah, ça me fait très plaisir, par rassuration. Et puis moi, je vous donne pas ma carte. On vérifiera quand même l'identité de monsieur. Hein. Vous avez quand même un truc, on pourrait faire ça par intelligence artificielle.
Bravo, bravo à lui en tout cas et merci d'être venu chercher cette récompense. Pour Fadi, c'est Emmanuel Chin qui nous rejoint, grand mécène 2025. Emmanuel, on remercie d'apporter son soutien à cette fondation. Bonsoir Emmanuel. Emmanuel, une seconde, on se connaît un peu, on est un peu dans le même milieu. Qu'est-ce qui t'impressionne, toi, dans ce que tu vois depuis ce soir? Parce que tu en as vu, toi, dans la vie. Hein. Bah écoute, c'est magnifique, c'est beau. Tu l'as dit tout à l'heure, Thomas, au début de cette soirée, ces soirées nous mettent en joie. La même joie peut-être que celle qu'éprouvait Marcel Bleustein-Blanchet, de savoir que quand on pouvait vivre de sa passion, en faire son métier, on éprouvait une joie immense. Et tous ces parcours sont absolument magnifiques dans leur singularité, leur diversité, unis par la même détermination, la même passion, la même espérance. Donc moi, ça me touche. Et comme le disait Patrick Perrin tout à l'heure, c'est une grande chance pour nous de pouvoir vous soutenir. Donc merci. Et voilà, longue vie à tous vos rêves. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu sais, j'ai présenté Capital, c'est quand même vachement mieux avec toi. Hein. Voilà, donc tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup, Emmanuel Chin. Pour Daniel, c'est Ruben Bokobza, réalisateur et mécène depuis 2011. On parlait de l'importance de la longévité et de l'engagement à long terme qui nous rejoint. Bonsoir et bienvenue. Pour Titouan, c'est Hervé Guiriec, président du directoire de Louvre Banque Privée. Qui est le plus impressionné des deux, là? Moi. Ouais. Ou lui, je ne sais pas. En tout cas, félicitations. Et puis, voilà, allez au bout de vos rêves et changer la vie de ceux qui en ont besoin. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour Blandine, l'archéologue, c'est Pascal Pastorelli-Mineur qui représente Publicité Jean Mineur, mécène de mère en fils. Hein. Toute la famille est présente ce soir, je crois, Caroline et Pascal Mineur. Venez nous rejoindre, Pascal. Pour Lula, la danseuse, c'est Amandine Mansart du groupe LVMH et qui est grand mécène. Est-ce que quand on est vraiment un très très mauvais danseur, on peut quand même apprendre ou pas quand on... Oui, tout le monde peut être danseur, tant qu'on a un corps. Donner une petite session de cours tout à l'heure. Okay. Voilà, pour les volontaires, n'hésitez pas, restez avec nous. Merci beaucoup. Et alors pour Amine, qui est trop grand pour aller dans l'espace, mais souvenez-vous de ce que disait Coluche, hein, la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Et puis après, vous avez la tête dans les étoiles, comme vous l'avez dit. C'est Nicolas Lermite qui nous rejoint, fondateur d'Iconoclast, société de production, que nous sommes très heureux de compter parmi nos plus fidèles soutiens. Merci et bravo à tous les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tous les 7. Et on va découvrir une nouvelle salve de lauréats 2025 de ces prix de la vocation. Bonjour, nous sommes ici à l'Institut national du patrimoine à Aubervilliers et je suis en 5e et dernière année d'études. Alors là, en fait, on a une allégorie de la science de Georges Lielbaud et donc c'est un plâtre préparatoire qui va servir après de modèle pour faire le modèle en pierre. On a reçu cette œuvre à l'atelier en plusieurs morceaux, même en une centaine de fragments. Et le travail de l'année dernière, ça a été justement de la remonter. L'étude de la polychromie sur les sculptures, c'est vraiment très intéressant parce que ça permet en fait de retracer l'histoire des sculptures et de leur aspect visuel aussi. Alors ce mémoire qui portera sur cette figure de proue sanctionne 5 années d'études à l'INP et me permettra d'avoir le titre de conservateur-restaurateur du patrimoine. Ma vocation, largement, c'est le patrimoine. Et aujourd'hui, être restaurateur en sculpture me permet d'approfondir, d'exercer, de pouvoir fréquenter, de pouvoir toucher ce patrimoine et avoir en plus la chance de pouvoir participer à leur transmission. C'est ça que je porte avec ma vocation. J'ai quand même eu la chance d'avoir de l'aide de mes parents, surtout dans les premières années de mes études. Mais c'est vrai que j'ai quand même choisi de faire des études longues, qui est un choix. Et puis j'ai d'autres frères et sœurs qui font aussi des études longues. Même s'il y a l'aide de mes parents, ça ne suffit plus. Et puis c'était important de travailler à côté pour pouvoir financer ces études. J'ai fait 1 an chez McDonald's. Ça fait 2 ans que je travaille en tant que serveur dans une crêperie et je fais 20 heures par semaine. La fondation va me permettre vraiment de pouvoir aboutir ce projet de 5 ans et va pouvoir me donner en fait les moyens financiers de pouvoir me consacrer pleinement à cet objet. Ce que je voudrais dire à la Fondation, c'est merci beaucoup. J'ai grandi avec cette idée qu'une vocation, c'est quelque chose qui te ramène toujours à toi, même après bien des détours. Et pour moi, ce fil conducteur, c'est le mouvement.
J'ai fait de la gymnastique à haut niveau pendant 10 ans. C'était mon premier monde, la rigueur, la passion, le dépassement. Puis j'ai poursuivi des études, j'ai commencé à travailler dans une entreprise, un univers très différent, plus rationnel. Mais au fond, je sentais que quelque chose manquait. Et un jour, j'ai découvert le plongeon. Ce sport mélange tout ce que j'aime. Le courage, la précision, la grâce dans le risque. J'ai commencé à m'entraîner comme une folle, à chercher des coachs, à voyager pour trouver les infrastructures nécessaires. Pendant 4 ans, j'ai mené une double vie, les entraînements matin et soir et mon travail à plein temps en journée. C'était vraiment intense, parfois épuisant, souvent solitaire. Au bout de 4 ans, j'ai fait mes premiers plongeons à 20 mètres et je suis devenue la première Française de l'histoire à faire les compétitions mondiales les plus prestigieuses. Pour moi, la vocation, c'est ça, c'est quelque chose de plus fort que toi qui te ramène sans cesse à l'essentiel. Ma rencontre avec la Fondation s'est faite d'une manière très personnelle. Mon père a reçu le prix de la vocation il y a plusieurs années et je sais que ça a complètement changé sa vie. Alors bien sûr, j'ai des objectifs de performance. Continuer à progresser, me hisser parmi les meilleurs mondiales, repousser mes limites techniques et physiques. Mais ce qui me motive le plus profondément, c'est autre chose, c'est de transmettre et d'inspirer. Qu'on peut partir de rien, sans structure, sans réseau, construire sa propre voie avec travail, courage et passion. Et si ce prix me permet d'aller plus loin, de m'entourer, de m'entraîner dans les meilleures conditions, elle me permettra surtout à continuer d'inspirer. Parce qu'au fond, ma vocation, c'est ça, aller toujours plus haut. C'est ici, à Strasbourg, que j'ai débuté ma carrière de journaliste il y a un peu plus d'1 an. Le journalisme qui me porte depuis des années, celui qui m'a donné envie de faire ce métier, est celui du temps long, des sujets creusés en profondeur sur des thématiques sociales ou environnementales. Mais cette voie n'était pas toute tracée pour moi. Je viens d'un milieu éloigné du journalisme. J'ai passé les concours d'entrée en école à presque 25 ans et j'ai échoué. Pourtant, l'année d'après, je parviens à intégrer l'école de journalisme de Sciences Po grâce à l'aide de l'association La Chance pour la diversité dans les médias qui m'a apporté un soutien décisif. 2 ans plus tard, je reviens en Alsace où je commence à travailler pour Rue 89 Strasbourg, un média local, indépendant et engagé, où je couvre notamment l'actualité du lithium. En parallèle, je m'intéresse à un autre minerai qui est, comme le lithium, un composant essentiel des batteries électriques, le nickel, dont le plus gros producteur mondial est l'Indonésie. Après 2 ans passés à enquêter sur le sujet, il est temps pour moi de me rendre sur le terrain. Et c'est pour ça que le soutien qui m'est apporté aujourd'hui par la Fondation de la Vocation est absolument décisif dans mon parcours. Il va me permettre de mener un travail d'investigation indépendant et fidèle à mes convictions. Ce que j'aimerais porter, c'est une approche transdiagnostique, transnosologique on pourrait dire, de la psychiatrie. J'ai la chance d'avoir trouvé quelque chose qui m'anime au quotidien, à travers la clinique, mais aussi à travers la recherche. Donc la psychiatrie computationnelle, c'est un domaine de recherche qui peut être fondamental et clinique. On va réussir à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau, l'émergence des maladies psychiatriques et, in fine, comment mieux les soigner et mieux les guérir. On est dans un parcours, dirons-nous, classique de migration. Mon père est arrivé en France, il s'est marié avec ma mère, elle est venue en France. Je pense que mon lien avec la Turquie, c'est un lien qui, au fur et à mesure, s'est un peu construit en opposition avec la religion que de la culture en elle-même. Je suis né à Saint-Étienne, j'ai commencé mes études à Lyon, et puis je suis monté à Paris à partir de mon Master 2 et pour faire ma thèse. Donc ça fait 12 ans depuis le bac, et il me reste encore 4 ans d'internat, plus ou moins les différentes pauses que je pourrais encore faire pour la recherche. J'ai pu faire plusieurs publications, et ouais, effectivement ça a été reconnu, j'ai eu plusieurs prix à ce niveau-là aussi. J'ai toujours dû travailler à côté de mes études jusqu'à le début de ma thèse. Je pense qu'il n'y a pas eu une année où j'ai pas travaillé en parallèle. J'ai pris contact avec la Fondation de la Vocation par rapport à des projets de formation que j'aimerais faire, une à Zurich en Suisse et une à Seattle aux États-Unis, qui permettent de m'introduire à la recherche en psychiatrie computationnelle et de me donner les outils pour pouvoir ensuite mener à terme mes propres projets de recherche. La neurobiologie, le fonctionnement de la pensée, c'est, enfin, si c'est pas le domaine de recherche le plus intéressant, je ne sais pas ce que c'est. Mon enfance, elle a une place immense dans mon parcours. Ça a été vraiment une enfance merveilleuse dans le centre équestre avec mes parents et mes frères et sœurs. En tant qu'enfant, je pense que le divorce a été difficile. Après, oui, il y a eu des difficultés financières liées au centre équestre. J'ai eu une professeure d'SVT au lycée qui m'a un peu marquée, qui a vraiment transmis sa passion pour la science de la vie. Depuis toute petite, j'ai toujours aussi aimé comprendre comment le corps humain fonctionnait. J'avais envie de faire un métier où je me sentais utile. La recherche, c'est un métier qui me comble parce qu'en fait, elle sert aussi au grand public.
J'ai envie de faire de la virologie à l'échelle cellulaire, donc c'est-à-dire comment le virus il se réplique dans la cellule, mais aussi par exemple comment il se transmet d'une cellule à une autre. Là où ça m'a vraiment propulsée encore plus dans la recherche, c'est quand je suis entrée à l'École normale supérieure de Lyon. J'ai commencé en septembre ma 4e année. Elle est constituée de 2 stages, un à Grenoble et ensuite j'irai à New York 5 mois dans le laboratoire de Charlie Rice qui a été prix Nobel en 2020 pour ses travaux sur l'hépatite C. Le prix de la vocation, il va vraiment me permettre de partir sereinement pour mon stage à New York. Je trouve que c'est bien de donner sa chance à tout le monde et d'encourager ça. J'ai commencé à peindre très petite. Dès que je pouvais tenir un pinceau dans la main ou un crayon, je le faisais. À mes 16 ans, je fais ce stage avec Emmanuel Joairo et je sais que c'est la conservation-restauration du patrimoine qui sera mon domaine. Donc je décide de faire un bac scientifique en spécialité physique-chimie pour avoir les prérequis pour le concours de l'INP. Nous, les conservateurs-restaurateurs, on est vraiment les médecins des œuvres d'art et on utilise énormément de techniques dérivées de la médecine pour s'occuper de notre patrimoine. Ce qui me plaît particulièrement, c'est quand même la science qui vient s'inviter dans le monde de l'art. J'ai décidé de me spécialiser en peinture murale. Ça m'accomplit au quotidien vraiment. J'ai l'opportunité de pouvoir faire ce stage dans les grottes de Mogao, qui est un site chinois classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour la préservation de mon objet de mémoire, qui est une peinture murale déposée chinoise. Ça fait 12 ans que j'apprends le chinois et je continue toujours depuis à me perfectionner. La valeur de mes études, je la ressens d'autant plus que j'ai dû m'investir énormément à côté de mes études pour les financer. Donc l'aide de la Fondation est une bénédiction totale. On conserve pour donner aux générations futures et donner à voir au public. Ça ne sert à rien d'avoir des peintures dans des réserves qu'on ne peut pas montrer. Elles n'existent que par la relation esthétique qu'on peut avoir avec elles et ça implique un être humain. C'est un acte patrimonial, c'est un acte de politique culturelle. On devient des êtres humains meilleurs à travers la discipline que nous apprend notre métier. Pendant ma 2e année à l'école du Louvre, j'ai souhaité faire un stage dans une entreprise de restauration de vitraux pour découvrir la partie histoire des arts mais appliquée. C'est à ce moment-là que j'ai été en fait un peu confrontée pour la première fois au travail du métal. Et puis j'avais plus envie de repartir et du coup ils m'ont proposé de m'embaucher en tant qu'apprentie en alternance en formation chez les Compagnons du Devoir. Les liens que je crée et qu'on crée tous au sein d'une maison de compagnons, c'est des liens qui sont très forts et qui sont durables. Chez les Compagnons, j'ai découvert le métier de chaudronnier et c'est ça qui m'a un peu embarquée dans cette aventure. C'est un milieu qui est effectivement très très marqué par une mentalité masculine, j'ai envie de dire. Moi aujourd'hui, les codes de la chaudronnerie et d'un atelier avec plein d'hommes, je pense que je me les suis appropriés et c'est ça qui est chouette aussi. Travailler la matière nous enseigne énormément de valeurs. Être humble face à la matière, être patient, il faut être rigoureux, travailler avec méthode et en même temps il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Tout ça c'est ce qu'on s'applique à mettre dans notre métier, mais en fait c'est ce qu'on s'applique à mettre dans notre vie en général. Après tout ça, j'aimerais bien me diriger plus vers la restauration du patrimoine, donc garder mon cœur de métier, la chaudronnerie, mais sous un aspect plus patrimonial. Je vais réaliser 2 chefs-d'œuvre dans les 2 années à venir. C'est là que la Fondation vient m'aider parce que ça me rend indépendante vis-à-vis du coût de la matière. Et c'est aussi une aide qui va me permettre d'acheter du matériel. Ça nous donne une grande liberté dans l'accomplissement de notre vocation et merci. Et merci d'accueillir Louwic, Madeleine, Passiane, Ali Kemal, Léa, Carla et Violaine, s'il vous plaît. Lauréats aussi de cette Fondation de la Vocation 66e cérémonie. Et on va accueillir les mécènes qui vont venir remettre les dernières enveloppes pour ce soir. Pour Louwic, c'est Alessandro Blay-Doulost, mécène depuis 2024, mécène de génération en génération, conservateur, restaurateur du patrimoine, spécialité sculpture. Bonsoir et bienvenue. Pour Madeleine, alors Madeleine, c'est incroyable, de père en fille. Oui, alors mon père n'est pas plongeur, hein, il est luthier, donc rien à voir. Mais oui. Comme quoi. Oui, il y a des vocations partout. Voilà, plongeuse de haut vol pour vous. Et c'est Philippe Cassignol, managing partner du groupe Rothschild & Co, qui vient vous remettre ce prix, grand mécène depuis 2014. Passiane, chers collègues, chers consoeurs, journalistes donc,
Il y a des mots moi, qui m'ont marqué dans ce que vous avez dit. Vous aimez creuser les sujets, vous aimez le temps long. Et ben, continuez, chérissez la rigueur, chérissez la nuance, toutes ces notions qui ne sont pas à la mode, mais je suis sûr que c'est le chemin de la vérité. Bravo et bonne chance, chers collègues. Et c'est Éric Jourdan, directeur général de Médiavision, qui remet le prix ce soir pour Patiane Rouchon. Ali Kemal, donc c'est Jean-Charles Decaux. Ben Jean-Charles, c'est la famille, c'est l'habitude. Jean-Charles Decaux, directeur et co-directeur général de JC Decaux Mécène depuis 2018. Bonsoir Jean-Charles. Jean-Charles, vous n'en ratez pas une. Pourquoi? C'est un compliment ou... Oui, c'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Parce que ce soir, c'est une leçon de vie. Le travail, l'abnégation pour ce qu'on aime faire. Et puis, je me disais tout à l'heure, en regardant toutes ces images, on devrait projeter ça dans les écoles de France. Je pense que ce serait parfois très efficace pour montrer que le sel de la vie, elle est dans la passion de ce que vous faites. Et c'est absolument merveilleux parce que vous avez l'enthousiasme pour faire de grandes choses. Et qui mieux que Marcel Bleustein-Blanchet et maintenant Elisabeth Badinter pour faire ce travail magnifique. Donc c'est une soirée exceptionnelle que je ne manquerai pour rien au monde. À l'année prochaine alors. Absolument. Merci beaucoup Jean-Charles Decaux. Et pour Léa, c'est une ancienne lauréate qui va remettre le prix. Lauréate en 92, Laurence Zide-Vogel, directrice du groupe Immunologie des tumeurs en immunothérapie à l'Institut Gustave Roussy. C'est dur d'être scientifique aujourd'hui? Il faut toute une vie pour devenir scientifique, on ne le devient jamais. On a 150 vies, on a besoin d'inventer toutes les médecines possibles, trouver des solutions pour tous les problèmes. Et en fait, ça nous immortalise. Comme la générosité de Marcel Bleustein-Blanchet, cette générosité doit être transversale, passer de génération en génération et immortaliser notre fondateur. Merci et à Sabine, à Elisabeth, à toute la famille Badinter. Ils nous donnent des ailes, nous volons au-dessus des nuages et ça nous donne une force invincible. Merci infiniment. Pour Carla, c'est Guillaume de Seine, famille Hermès, directeur général pôle Amont et participation d'Hermès qui nous rejoint. Carla Dimoro, conservatrice, restauratrice du patrimoine. Et pour Violaine, on va accueillir Charlotte Tassot de Panafieux, directrice générale chez Dubli Transatlantique Gestion, le fonds de dotation transatlantique. Merci beaucoup, je vais vous laisser rejoindre votre place et on va prendre quelques instants maintenant pour accueillir votre parrain, parce que c'est votre parrain. Venez Charlie, Charlie Dalin. Tenez, je vous offre un micro, vous. Bravo. 64 jours, 9 heures, 22 minutes, 49 secondes. Est-ce que vous n'avez pas de micro? Ah non. Je vais reprendre votre micro, tiens. Est-ce que vous aussi, vous répétez ça en boucle quand même? Quel exploit quand même, quel truc invraisemblable, quel truc hors du commun. Ouais, c'est vrai que c'est un temps assez fou. Quand on part faire une course, on ne pense pas au record. On pense surtout arriver avant le deuxième, que ce soit en 60, 70, 80, 100 jours s'il le faut, mais surtout en premier. Et donc le record, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Il y a plusieurs facteurs. C'est les bateaux qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus performants. Ça va à quelle vitesse? Parlez-nous en kilomètre-heure. Ça fait en kilomètre-heure. Ça fait un peu plus de 30 km/h de moyenne autour du monde, donc juste avec la force du vent, donc c'est plutôt rapide. C'est pas une route droite, ça secoue un peu. Est-ce que vous connaissez, vous en parliez, la peur? Est-ce que quand on le disait au début de la cérémonie, quand il fait nuit, qu'on voit rien, qu'il y a des trous de, vous disiez tout à l'heure, 7 ou 8 mètres, est-ce que vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? Non, heureusement, les courses s'arrêtent pas la nuit, donc heureusement que j'ai pas peur de naviguer la nuit. Heureusement, sinon j'aurais pas fait ce métier-là. Non, ce qui est un peu plus difficile, c'est quand on va faire face à une tempête. En fait, les seuls moments où je fais face un peu à la peur, en fait, dans les mers du Sud, il faut savoir que la météo, les météos sont pas précises. Il n'y a pas d'intérêt économique
dans les mers du Sud, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas d'agriculture. Donc c'est la découverte au fur et à mesure donc de les modèles l'avancée. météo ne sont pas très performants et du coup, d'une prévision à l'autre, les systèmes peuvent peuvent changer de trajectoire, peut être plus ou moins fort. Et en fait, quand on va se placer par rapport à un système météo, une fois que la décision est prise, si la météo change, on peut plus changer, quoi. Et du coup, il va falloir jauger un peu la prise de risque. Et une fois que la décision est prise, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est à ce moment-là que la peur peut être un peu là. Après, une fois qu'on est dans la tempête, il n'y a plus vraiment le temps d'avoir peur. Il faut gérer la situation. Chacun sa façon de gérer la tempête, hein, parce que je ne suis pas sûr qu'on ferait tous pareil. Vous avez dit, c'est une victoire sur toute la ligne, parce que, je me permets d'en parler, parce que vous l'avez rendu public, vous vous battez contre la maladie. Et vous vous battiez déjà contre cette maladie pendant ce Vendée Globe. Qu'est-ce que ça a changé pour vous pendant la course ? Oui, c'est vrai que pour ceux qui ne le savent pas, on m'a diagnostiqué un cancer, un gyste. J'ai vu qu'il y a quelques experts en cancérologie dans la salle. Donc un gyste, une tumeur gastro-intestinale, pile un an avant le départ du Vendée Globe, en novembre 2023. Et au début, je ne savais même pas si j'allais pouvoir continuer mon métier avant qu'on mette un nom sur ce cancer. C'est pas un truc avec lequel on fait le Vendée Globe normalement. Normalement, non. Et donc, heureusement, il y a un traitement qui existe grâce à la recherche. C'est de la thérapie ciblée, pour être précis. Et donc, c'est juste un comprimé à prendre tous les jours. Donc, j'ai changé de traitement depuis. Mais en tout cas, j'avais un traitement qui m'apportait de la fatigue, quelques effets secondaires, mais qui m'a permis de reprendre assez rapidement mes entraînements, ma navigation. Et ça a changé votre façon de naviguer, d'appréhender la course, de regarder tout ce que vous faisiez Ça a rajouté un peu de difficulté, effectivement, à cause des effets secondaires. Un peu la fatigue, c'est un peu comme faire le Vendée Globe sous somnifère, donc c'est pas super pratique. Et par contre, ça m'a aidé. Donc physiquement, c'était pas super, mais par contre mentalement, ça m'a apporté quelque chose. De positif. Ouais, en fait, ça m'a permis de prendre du recul sur la pression que je pouvais mettre, la pression de résultat que je pouvais mettre. Et en fait, je me suis dit, il y a pire dans la vie que de rater une compétition sportive. Il y a pire dans la vie que de ne pas remporter le Vendée Globe. Donc ça m'a permis de prendre un peu de recul et de me libérer un peu de cette pression que je pouvais mettre avant, et donc de naviguer de manière un peu plus relâchée, de mettre moins de pression dans mes choix stratégiques. Et donc quelque part, ça m'a aidé à prendre du recul et certainement à prendre peut-être des meilleures décisions pendant la course. Charlie, vous avez donc été tout seul pendant ces 64 jours et quasiment pas de communication pendant le Vendée Globe. Quand vous arrivez au Sable d'Olonne, c'est au mois de janvier, il y a une foule considérable. Il y a les journalistes, il y a la famille, il y a les supporters. Vous n'avez pas envie de faire demi-tour et de retourner en mer, non ? Comment vous gérez ça ? Non, parce que j'étais quand même bien sûr extrêmement heureux de retrouver mon fils. Ça doit être dur le passage de... Ouais, c'est vrai que c'est une tout. transition sans transition, quoi. Ouais. En fait, on l'a fait à l'aller, là où il y a le plus de monde, c'est effectivement les quelques jours avant le départ, voire le jour du départ. Et donc on part du ponton avec énormément de monde et après on se retrouve juste avec l'équipe à bord. Les membres de l'équipe vont sauter à l'eau les uns après les autres en combinaison étanche. Donc il y a de moins en moins de bruit à bord, de moins en moins de voix en tout cas. Et jusqu'au moment où on se retrouve tout seul sur le bateau. Et à ce moment-là, une fois que le départ est donné, il n'y a plus de pause, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de mi-temps, il n'y a pas de temps mort. Et le seul moment où on va pouvoir vraiment se relâcher, c'est une fois que la ligne d'arrivée sera passée. Et une fois que la ligne d'arrivée est franchie, c'est le cheminement vers ce qui se passe. L'équipe monte à bord, la famille monte à bord, on revient à quai, on retrouve du monde. Et on passe vraiment d'un extrême à l'autre en très peu de temps. Ouais, ça peut être un petit peu déroutant. Et vous allez chez McDo alors pour le premier repas, comment ça se passe ? Parce que j'imagine que vous avez mangé du lyophilisé, des trucs bizarres pendant 65 jours. J'ai mangé du lyophilisé, j'avais aussi quand même des plats d'un sous-vide d'un chef étoilé quand même. Ouais. Donc, au premier Vendée Globe, j'avais eu la bonne idée de prendre un cassoulet industriel pour Noël, ce qui était quand même pas super. C'est là que vous avez compris que le Père Noël n'existait pas du tout. Donc en 2024, j'avais emmené une queue de homard. Donc voilà. Ouais. Si on fait la moyenne entre le cassoulet et la queue de homard, on en arrive à un truc à peu près correct. Et oui, ça fait du bien, surtout de manger de la nourriture qui n'est pas transformée, qui n'est pas traitée pour tenir des températures. C'est quoi votre premier repas post-Vendée Globe du coup ? Je crois que c'était un burger frites, tout simplement. Comme quoi. Comme quoi on revient aux choses simples. L'objectif, c'est d'être au départ du prochain, j'imagine, avec Massif.
J'aimerais bien, mais dans la situation actuelle, ma situation de santé actuelle, dans ma situation de santé actuelle, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça sera un autre skipper qui naviguera sur Massive. Après, je participe à la conception du nouveau bateau. Est-ce que ça se prépare très longtemps à l'avance? Ouais, on est déjà en train de concevoir le nouveau bateau. Après, voilà, je me bats pour guérir et pour reprendre la navigation le plus rapidement possible. Donc, je déciderai cet hiver si je participe ou non à la Route du Rhum, qui partira de Saint-Malo donc fin 2026, l'année prochaine. Et puis, bien sûr, voilà, je fais tout mon possible pour retrouver suffisamment de force et d'énergie pour reprendre ma carrière. Donc voilà, c'est ça l'objectif. Eh ben, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci infiniment, Charlie Dalin. Merci. J'ai juste un petit truc pour vous, si vous voulez vous entraîner à faire des nœuds marins. Tout à l'heure, vous avez oublié votre cravate, donc je vous la rends. Parce que il avait mise au début, il dit non, je ne vais pas la garder, personne n'en a finalement. Ma cravate en or. Donc, vous pouvez la récupérer. Merci, chapeau, Merci. vraiment, merci beaucoup. On arrive à la fin de cette cérémonie. Le mot de la fin va être pour la présidente. Je ne sais pas si vous aimez le foot. Vous aimez le foot? Vous dormez? Il y a une chanson des supporters de Liverpool, You'll Never Walk Alone. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle fait dresser les poils, comme tout ce qu'on a vu, tout ce à quoi on a assisté ce soir. On l'a entendu aussi au moment des commémorations du 13 novembre. Elle rassemble cette chanson. Tu ne marcheras jamais seul. Vous ne marcherez jamais seul. Bravo et chapeau à tous. Bravo à tous les lauréats de la Fondation de la Vocation 2025. Madame la Présidente, le mot de la fin. Alors, Charlie a piqué le micro, je crois. Il a éteint le micro. Il est économe d'énergie parce qu'en mer, il ne faut pas gâcher tout ça. Elisabeth. J'ai envie de vous poser une question idiote, mais qui m'intéresse. Quand on est dans une compétition comme Vendée Globe, 60 et plus de jours, seul, est-ce que les nuits ne sont pas beaucoup plus dures que les jours? Oui, elles le sont, pour plusieurs raisons. L'homme est un animal diurne, déjà, donc naturellement, on a plutôt envie de dormir la nuit que le jour. On voit plus la mer. On peut pas. Il y a trop d'humidité la nuit, donc on ne peut pas éclairer les vagues. On ne peut pas éclairer les voiles pour les régler. Donc voilà, ça rend les choses plus difficiles. Ça rend les choses plus difficiles parce que il faut essayer d'éclairer les voiles tant bien que mal pour les régler. On ne voit pas l'état de la mer, donc c'est un peu plus difficile pour toutes ces raisons. On a un peu plus envie de dormir aussi. Après aussi, ce qui est particulier, c'est quand on fait le tour du monde, quand on fait le Vendée Globe, on traverse à peu près un fuseau horaire par 24 heures. Donc un fuseau horaire par 24 heures. Donc quand on fait le tour de l'Antarctique, en fait, on vit dans un décalage horaire permanent. En fait, tous les jours, l'heure se décale, l'heure solaire se décale du journée. Et après, l'avantage, c'est que dans le sud, comme on est très proche de l'hémisphère, enfin on est proche du pôle sud, les nuits sont très courtes, quoi. Donc plus on est amené à naviguer dans le sud, plus il fait froid certes, mais plus les nuits sont courtes. Donc voilà, c'est quand même un petit avantage. Et quand on revient dans l'Atlantique et qu'on se rapproche de la France, forcément la France en janvier, les nuits sont très très longues. Donc voilà, c'est un peu plus difficile quand on revient proche de la France. Merci beaucoup. Je suis sûre que beaucoup de gens auraient beaucoup de questions à vous poser parce que c'est une expérience unique. Je crois que vous êtes le seul dans cette salle à l'avoir faite et fascinante. Voilà, on se dit mais il y a des moments de cafard, il y a des moments
on ressent particulièrement la solitude, et puis en même temps, il faut maîtriser les éléments, l'air, l'eau, etc. Ça semble inouï, quoi. Inouï. Merci de nous en avoir parlé, en tous les cas. Non, merci. Mais c'est mon choix, c'est ma passion, c'est ma vocation. Et ouais, oui, il y a des moments difficiles, mais c'est moi qui ai choisi cette difficulté. Et voilà, j'aime bien me réaliser dans cette difficulté. Et voilà, moi, je me sens bien. Je pense que ce sera sûrement le cauchemar de beaucoup de monde ici, de se retrouver seul sur un bateau au milieu de l'océan. Mais moi, c'est ce que je préfère le plus. Donc voilà, chacun est fait pour quelque chose, pour ça. Chacun a sa vocation et la mienne, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a été un peu plus long que prévu, mais ça les vaut, ils le méritent. Je vais inviter à présent tous les remettants à venir nous rejoindre pour faire une petite photo souvenir avec tout le programme. Merci à vous, très bonne soirée et à l'année prochaine.